J'aimerais juste savoir, et là c'est vous qui allez lever la main, qui ne l'a pas fini et qui ne l'a pas commencé. Ouais. Ok, putain, la vache. On va pas spoiler. Donc on va pas spoiler. Ok, Ah ouais, d'accord. Et qui l'a lu en entier? ok. Ah ouais, d'accord, donc ça va être chaud. Alors on va tout faire pour pas spoiler. Voilà, on va tout faire. Si on Oh la dérape, merde. Oui, Non, je on suis va pas pas sûr. déraper. Tu me passeras le tien parce que je sais pas. Ouais, j'ai l'impression que ça m'intéresse. Donc allez, on fonce dans le vif du sujet. Première question pour toi Alain, et qui me paraît un peu essentielle, c'est est-ce que tu peux nous raconter la genèse du bouquin, quoi? Quand est-ce que ta première idée est venue là-dessus? Ah mais là c'est 1h30 là déjà, direct. Bon, les livres c'est très compliqué parce que c'est très rarement une seule genèse. Alors tu sais, les journalistes posent la question, ils te disent alors quel a été l'élément déclencheur, votre inspiration, etc. En fait c'est extrêmement complexe parce que il y a énormément de sources différentes. Alors effectivement, tu distingues et tu arrives à sortir le premier moment où tu as le sentiment d'avoir eu l'idée qui était en germe. Donc là, c'est quelque chose dont je me souviens très bien. Bon, voilà, j'avais 23 ans. J'étais parti, après mes études, j'étais parti aux États-Unis faire avec un VTT comme ça, rouge. J'avais atterri à Phoenix, Arizona, et puis j'étais remonté vers le Grand Canyon et j'avais fait voilà, les grands parcs américains, Grand Canyon, Bryce Canyon, des choses comme ça. Le Painted Desert à vélo. Donc j'étais tout seul et ça m'éclatait bien. Puis j'écrivais sur un cahier. Et un coup, je me paume. Ah d'accord, c'était ça en fait. Je me paume, j'arrive au bout d'une piste comme ça et bon, en plus je prenais jamais assez d'eau. C'était comme je voulais pas me charger, je prenais pas assez d'eau. Et j'arrive, donc j'avais des croûtes de sel sur les joues et je m'arrête au bout d'un chemin qui était manifestement un cul-de-sac. Et je descends et je vais faire pipi. Et là, premier truc, je me dis, tiens, c'est marrant, cette zone-là, je suis convaincu qu'aucun être humain n'a jamais mis les pieds juste à l'endroit où j'étais en train de pisser. Je me dis, c'est pas possible que quelqu'un se soit paumé exactement là. Et je me dis, ça serait génial d'imaginer des êtres qui ne vivent que là, qu'aux endroits où l'être humain n'a jamais été. Donc ils existent, mais personne n'en sera jamais conscient parce qu'ils ont cette faculté d'être là où aucun humain se déplace. Donc voilà, cette petite graine, bon ben, ça reste comme ça en toi, et puis tu sais pas trop pourquoi, tu oublies complètement la chose. Puis 2004, je finis l'ordre du Contrevent, j'avais pris un cahier au Festival du Vent, puis j'écris 2-3 mots. Et là, je reviens à cette idée de me dire, tiens, mais en milieu urbain, imaginez des êtres qui sont là, qui sont parmi nous, mais qui sont dans l'angle mort, toujours dans l'angle mort, et qui ont la capacité à anticiper où on regarde, et qui donc peuvent être parfaitement parmi nous sans qu'on les voie, juste par une capacité de déplacement et de... Je dis, tiens, ça serait génial ça, tu vois, j'adorais l'idée, voilà, l'angle mort et leur lieu de vie, c'était mon premier mantra, c'était la première piste que j'avais, quoi. Et c'est resté pareil très longtemps à cet état-là, hein, mais la Horde, ça a été pareil, la Horde, ça a été, tiens, j'ai un groupe de gens qui remontent le vent. Point barre, pendant 1 an, c'est resté bloqué juste là-dessus. Et après, ça démarre parce que tout d'un coup, ça vient s'entrelacer à un concept très fort. Moi, ce que j'appelle un cœur concept, quoi. C'est un concept qui va être capable de porter un roman entier et de le porter surtout pendant plusieurs années parce que c'est très long un roman et que tu peux très bien passer à autre chose. Et là, le cœur concept, c'était un peu comme pour la Horde, c'était l'idée de société de contrôle. Mais sauf que depuis 95, il s'était passé beaucoup de choses. Ah, j'aime bien parce qu'en fait, ça va être... ça va rythmer un peu le truc. Et on était en société de traces, c'est-à-dire qu'on était en société structurée par les réseaux, quadrillée par les réseaux, et sur lequel le capitalisme avait trouvé un allié extraordinaire avec le digital et le numérique, et en se couplant au digital et au numérique, avait compris qu'il allait pouvoir prélever infiniment de traces sur nos vies, et à partir de ces traces, évidemment, de prédire nos comportements, faire des systèmes de prédiction comportementale, et à partir de ces systèmes-là, évidemment, de monétiser et de vendre des produits. Donc, ils avaient trouvé l'or gris qui allait être la révolution des GAFAM. Et donc, j'étais dans ce milieu-là, dans ce cadre-là, ça avait émergé, et je me suis dit, mais cette idée de furtivité, ça peut être que la forme de résistance que je peux opposer à ça. Donc, j'étais sur l'envers un peu de la société de traces, et donc, quand j'ai eu le concept de furtivité, je me suis dit, ben voilà, c'est pas juste un gimmick, c'est pas juste les gremlins qui sont dans les angles morts de la salle. Il peut se passer quelque chose de vraiment intéressant. Voilà. Donc c'est souvent ça, mais sur la zone, ça a été pareil, la Horde pareil. Il y avait souvent une idée minuscule qui s'est couplée avec quelque chose de plus vaste, quoi. Mais pourquoi 15 ans? 15 ans, il y a plein de raisons, hein. Il y a 15 ans, parce que déjà, j'écris que quand je suis certain intimement d'avoir quelque chose à dire,
et que ça me paraît décisif ce que j'ai à dire et que ça me paraît être un cadeau que je peux vraiment faire au lecteur, c'est-à-dire que je peux amener quelque chose, apporter quelque chose qui me paraît fondamental. Donc tant que j'ai pas ça au fond des tripes, je peux pas écrire, c'est tout simple. Ensuite, j'ai eu mes 2 filles, qui ont maintenant 8 ans et 11 ans, et comme moi, j'arrive pas à écrire sans m'isoler, comme j'arrive pas à écrire sans être complètement seul en montagne, en pouvant randonner, en pouvant vraiment être à l'intérieur de mon travail, je ne pouvais pas obtenir ces moments d'isolement, donc j'arrivais pas à écrire chez moi. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dispersé. Je me suis dit, je vais créer sur des arts séquentiels qui me permettent de travailler à la maison, qui me permettent d'être coupé sans arrêt. Parce que pour ceux qui ont des enfants ici, vous savez ce que c'est. C'est-à-dire que vous avez toujours une troisième oreille qui est derrière la tête et qui écoute tout, qui entend tout, qui fait que même quand elles jouent ensemble, tu es toujours présent à ce qu'elles font. Et du coup, j'ai fait du jeu vidéo, j'ai monté un studio de jeux vidéo pendant 3 ans, puis ensuite j'ai fait un projet de film sur l'art du contrevent pendant 1 an et demi, avec Yann Kounen, avec une équipe de 6, puis après j'ai fait des fictions radiophoniques, j'ai fait tout un univers autour de la mémoire de l'eau qui s'appelle Univers Fusion, dont j'ai perdu tous les droits parce que je les ai vendus, connement. Voilà, et j'ai passé 1 an et demi là-dessus, j'ai fait des pièces de théâtre, j'ai fait commissaire d'expo à la Biennale de Saint-Étienne, j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait plein de trucs, quoi. Création sonore, pas mal. Et j'ai du mal à fermer tous ces projets, à les terminer, à les dégager. Mais vraiment, vers 2016, j'ai enfin réussi à tout fermer et à revenir vers l'écriture et surtout à pouvoir m'isoler. Donc, et après, tu te dis, bon, ça c'est comme Deleuze, il dit, voilà, pendant 8 ans, je ne sais pas ce que j'ai fait. Il dit, je sais que j'étais là, je sais que j'ai avancé dans ma tête, mais il écrit aucun livre pendant 8 ans, quoi. Il dit, c'est les périodes intéressantes, c'est les catatonies, comme ça. Et moi, j'ai aussi l'impression que voilà, cette période-là qui paraît être une période perdue pour l'écriture, en tout cas mon éditeur, lui, c'est perdu pour lui, mais pour moi, ça m'a permis d'accumuler énormément de choses, énormément de compréhension. J'ai beaucoup gagné, parce que j'ai fait la série télé aussi, j'ai beaucoup gagné en capacité de scénarisation, et je pense que ce livre a une conduite de récit bien plus fine, bien plus racée, bien plus élégante que les 2 premiers, qui sont vraiment des ultra bourrins d'un point de vue scénaristique. Tu peux pas faire plus bourrin que dire, voilà, il y a un groupe qui remonte le vent jusqu'à sa source, et puis c'est tout, tu vois. Donc c'est plus fin, c'est plus entrelacé, et ça c'est parce que j'ai scénarisé, j'ai fait de la scénarisation, donc voilà, j'ai perdu mon temps, et je l'ai gagné aussi, et puis tu fais des rencontres, et les rencontres que te créent des personnages, ou t'amènent des personnages aussi, et permettent que à un moment donné, t'es prêt, quoi. Voilà. Et donc j'ai été prêt en 2016, et voilà, j'ai mis 3 ans à faire le livre, comme les 2 autres d'ailleurs, et il est là, quoi. Donc, il est là, puis il est bien là, quoi. Et alors, je n'ai pas de ligne directrice sur les questions, hein, donc elles sont toutes. Et par ailleurs, ce que j'ai pas dit tout à l'heure dans les consignes, c'est qu'on voulait aussi que vous participiez. C'est-à-dire qu'il y a un micro non filaire, donc pour ceux qui ont des questions, vous êtes là pour ça, donc n'hésitez pas, hein. N'hésitez surtout pas. Tu cites Deleuze comme souvent, tu cites Foucault, j'ai écouté pas mal d'interviews. Par contre, tu cites jamais Bourdieu, et pourtant, dans Les Furtifs, à un moment, tu parles d'habitus. Oui, Bourdieu, ouais, parce que c'est peut-être trop évident pour moi. C'est plus de la culture infuse, Bourdieu, c'est-à-dire que quand tu fais les grandes écoles de commerce comme j'ai fait, c'est-à-dire où tu te tapes d'un coup, tu arrives, et toi tu viens d'un milieu où voilà, mon père était carrossier, moi je venais vraiment du milieu du foot, et que tu te tapes d'un coup le choc social, voilà, vraiment les classes sociales, on parle Bourdieu, et puis surtout ce monde de la reproduction sociale, quoi. C'est-à-dire qu'un habitus effectivement de classe, un habitus d'élite. Et tu te retrouves au milieu de tout ça, forcément, Bourdieu, c'est évident que tu dis, ouais, il avait raison, en fait, c'est tellement évident. Et donc, ça m'a, oui, forcément marqué, bien sûr. Voir des élites qui se reproduisent, et toi, tu n'es pas de ce sérail-là, et de comprendre que pour eux, c'est évident d'être là, qu'ils sont fils d'avocats, ils sont fils de ministres, ils sont filles de chefs d'entreprise. Tu avais des grands noms, hein. Moi, à l'ESSEC, j'avais des grands noms autour de moi, qui étaient des fils d'eux ou des filles d'eux, tu vois, donc tu vois la reproduction sociale à l'œuvre et tu comprends que l'ascenseur social ou la soi-disant variété, elle y est pas, quoi. Enfin, ce que dit Branco très bien aussi quand il parle de ça, quoi, quand il parle de ces élites-là et de comment elles se forment. Donc, ouais, c'est vrai que je le cite pas forcément. Puis l'habitus, ça c'est quelque chose de... c'est un des concepts fondamentaux de Bourdieu, quoi, tu vois. C'est vraiment la structure... la structure d'habitude, de routine, de comportement que tu as et qui fait que tu vas aborder le monde de telle ou telle façon, de façon très itérative. Eh ben, je vais prendre un micro alors. Comme ça, on peut continuer à parler un petit peu politique. Moi, j'ai
vraiment une scène qui m'a, enfin parmi tant C'est d'autres. pas un spoil. Non, qui m'a marqué en fait, c'est les cours que donne Sarr dans la rue. Moi, je me suis vraiment revue sur la place Guichard quand t'étais venu, et puis ou même quand t'étais pas là d'ailleurs, pendant les nuits debout. Sarr fait quand même aussi un cours sur la place Akimbe, donc avec la petite référence que beaucoup auront sans doute. Et moi, ma question, je sais que tu as beaucoup été sur les ZAD. Quelle est l'influence que les ZAD ont eue sur toi? Mais quel est aussi ton ressenti par rapport à ta propre influence sur les gens dans les ZAD? Est-ce que tu sens ça? Ok, on peut passer là-dessus. Non, mais l'influence, elle a été énorme sur ce livre parce que moi, je le dis parfois, je trouve que La Zone dehors, c'est de la militance fantasmée. À l'époque, j'ai que 22 ans, donc j'ai peu milité. J'étais au Parti humaniste, j'étais à Amnesty, mais j'avais pas trouvé justement politiquement la voie qui m'intéressait. Donc beaucoup des choses qui sont dans La Zone dehors sont des extrapolations ou ma capacité imaginative sur la militance, ou ce que j'avais senti, parce que bon, si on a un don, c'est souvent ça, c'est-à-dire qu'on peut choper des choses, avec très très peu de signes, on arrive à sentir des choses très fortes. Donc c'est pour ça que je pense qu'on est artiste ou écrivain, c'est qu'on a cette espèce de visée, de vision. Bon, là, j'ai eu la chance d'aller à la ZAD, j'ai eu la chance d'aller à Tarnac, j'ai eu la chance de voir Nuit debout, d'y participer. Et du coup, bah, évidemment, ça habite le roman. Après, comment dire ça? C'est sur la préférence, il faudrait vraiment en parler parce que c'est pour moi extrêmement important. C'est-à-dire que c'est vraiment ce qui se passe, c'est-à-dire qu'il y a une destruction méthodique, continue de l'éducation nationale. Et moi, ma femme est prof de français, donc je peux vous en parler. Puis c'était une grosse militante avec les réformes Blanquer qui arrivent. Donc il y a vraiment un travail extraordinaire qui est fait pour dégrader au maximum l'enseignement public et pousser les gens à aller dans le privé. Enfin, les gens qui sont censés être justement de la reproduction sociale des élites, qui vont aller tranquillement dans le privé. Donc cette idée qu'à bout d'un moment, si on pousse le bouchon, on arrive à des gens qui vont enseigner dans la rue, quoi, qui vont être des profs errants, quoi, qui vont pouvoir enseigner vraiment de façon publique que dans la rue. Donc je trouvais que c'était important de le poser. Mais ça ne vient pas de Nuit debout, ça c'est vraiment plus l'idée de dire, voilà, si on pousse le système au bout, ben, il n'y aura plus que des militants capables de venir dans les cités et d'aller enseigner vraiment à des gamins qui de toute façon seront déscolarisés parce qu'on n'en a rien à foutre qu'ils soient scolarisés et qu'il y a 50% des jobs qu'on fait aujourd'hui qui ont besoin d'une demi-journée de formation pour que vous puissiez les faire, quoi. Donc ces fameux bullshit jobs, t'as pas besoin de former des gens pour ça, quoi. Tu vois, tu les prends en une demi-journée, ils sont formés et puis Et comme beaucoup de jobs sont de cet ordre-là, il n'y a plus aucun intérêt pour l'éducation nationale à éduquer tout le monde, tu vois. Donc bah, tu as tendance, tu fais exprès de pousser les gens vers... donc tu mets des vacataires, enfin bon, je ne vais pas vous refaire l'histoire de l'éducation nationale, mais c'est quand même super grave. Et puis si je dis pas ça, ma femme m'engueule après le soir en me disant tu parles jamais de Blanquer, etc. Donc j'ai parlé de Blanquer. J'ai fait le taf. Voilà. Après, sur la ZAD, est-ce que ça influence? Oui, moi j'étais super surpris. Enfin, la fois où j'étais super surpris, Mathias, il pourrait en parler aussi. On était sur une manif de Nuit debout, c'était le fameux apéro Valls, là où on essayait d'aller chez Valls. Et je suis dans la manif, en plus j'avais la cheville en vrac, et des gens viennent me voir, me disent ah vous êtes là et tout, c'est génial et tout. Je fais ouais, enfin je suis là, ouais, c'est trop sympa que vous soyez venus. Je fais ouais, enfin bon, c'est normal, c'est pas les manifs j'en fais. Mais voilà, j'ai compris qu'il y avait effectivement une inspiration, que ça aidait des gens à se battre et que c'était qu'il y avait un effet, c'est-à-dire qu'il y avait moi il m'avait inspiré, mais qu'il y avait un effet retour, que l'imaginaire que j'étais mis en place, notamment dans la zone, pouvait porter aussi et aider les luttes, et que cette partie qui me paraissait moi de la pure parole, qui me paraissait quelque chose de très décorrélé de la lutte, et ben tu te rends compte que la dimension imaginaire, elle a une importance aussi, elle met des points de fuite, elle met en place une sorte de scénarisation positive de l'avenir, donc elle a un rôle, je pense, positif, et que finalement, ben voilà, moi qui suis un parleur et un écrivain, et ben ces paroles et ces textes peuvent avoir aussi une utilité, ou en tout cas peuvent être réempoignés par des militants et leur donne la pêche, quoi. Voilà, c'est surtout ça. Moi j'ai un des compliments les plus beaux qu'on puisse me faire, c'est quand voilà, et les gens lisent le livre et ils me disent voilà, ça me donne la gouache, ça me donne la pêche, ça me donne envie de me battre, putain, ça m'a fait du bien. Et du coup, j'ai été me battre encore plus, quoi. Donc ça, c'est précieux, mais tu sais pas par où ça passe et comment, quoi. Mais apparemment, ça produit quelque chose. Pour faire le point avec ce que tu viens de dire, en lisant Les Furtifs, on en a beaucoup parlé avec Sophie. Je spoil rien non plus. Il y a dans Les Furtifs, selon ma propre lecture, quelque chose d'effectivement d'extrêmement vivant, d'extrêmement puissant là-dessus. Enfin,
Pareil, sans vraiment rentrer dans le vif de l'histoire, mais voilà, ces personnages qui, au départ, sont des militaires, et puis qui, tout doucement, vont choisir une autre voie. Voilà. Et il y a vraiment de cet ordre-là, parce que moi, j'en ai lu, en tout cas, une voix qui dit tout le long du livre, mais essayez et restez vivant, et être vivant, c'est beau, quoi. Non, mais ça, c'est la clé du livre, c'est la clé de ce que je fais. C'est-à-dire que moi, je pourrais pas écrire sans écrire ça. Enfin, c'est-à-dire, vraiment, là, oui, c'est des militaires qui deviennent militants, donc c'est marrant de jouer sur le mot, mais c'est que vraiment, t'as à un moment donné, c'est le choc de la ZAD. C'est-à-dire que le choc de la ZAD, tu peux critiquer tout ce que tu veux à la ZAD, franchement. C'est-à-dire c'est un bloc hétéroclite de 300 personnes, il y a des primitivistes, il y a des écolos radicaux qui supportent pas un moteur, qui comprennent même pas qu'on élève des moutons, ou que les moutons soient au milieu de barrières. T'as des gens qui sont des anards, mais d'un niveau intellectuel bac+12, t'as des communistes, t'as des terrestres, t'as tout ce que tu veux. Tu vois, t'as vraiment un mélange de gens qui viennent de partout, de toutes les générations, c'est un bordel sans nom, mais pourtant structuré. Il y a 70 lieux de vie. Et quand tu y vas, tu te rends compte tout de suite que c'est déjà incroyable que ces gens puissent vivre l'un à côté des autres et faire des choses ensemble, tellement ça vient de mondes qui mentalement, culturellement, physiologiquement sont différents. Mais il y a une chose que moi me frappe, parce que voilà, j'ai cette vision à la Nietzsche, cette vision zoologique des gens, c'est-à-dire de se dire, tu regardes les corps d'abord, tu regardes les corps dans l'espace, tu regardes comment les corps vivent, tu regardes comment les gens se nourrissent, comment les gens bougent, quelles énergies ils ont, comment ils parlent, et là tu vois des gens vivants, voilà. Et pour moi c'est le critère qui défonce tout, quoi. C'est-à-dire que tu peux aller dans les boîtes, tu peux aller, tu vois si les gens sont vivants ou pas, et si les corps sont vivants ou pas. Et ça c'est ce que j'avais. Ouais, ça fait pleurer. Et ça, c'est ce qui m'avait frappé aussi quand j'ai vécu dans le Vercors 4 ans, c'est que voilà, tu vois des gens qui, à cause des conditions météo, à cause du rapport quotidien qu'ils ont à la nature, à cause du fait que tu sors les bûches, tu t'es là tout le temps à moitié dans la neige, à moitié dans la glace, tu rentres les bûches, tu ressors, enfin, bah voilà, t'as des gens qui ont un corps en vie, et à la ZAD, c'est la première chose que tu vois, à Tarnac, c'est aussi la première chose que tu vois, et non seulement leurs corps sont en vie, mais la tête est extraordinairement active, parce que c'est des gens qui sont, oui, très politisés, mais qui réfléchissent beaucoup, qui lisent beaucoup. Le niveau culturel est incroyablement élevé, hein, la plupart du temps. Donc, ok, tu peux dire à la ZAD, oui, mais il y a la Grey aussi, où ils sont tous drogués, etc. Oui, ils sont tous drogués, mais bon, t'as des parties assez folles, assez dingues, et qui alimentent aussi. Donc ça, moi, ça m'a énormément touché, quoi. Donc quand je restitue ça, pour moi, le plus bel hommage que je puisse faire, c'est de montrer ça, c'est de faire sentir ça. C'est de faire sentir cette vie qui traverse ses corps. Je veux dire, il faut le faire vivre à la ZAD, quoi. Il faut faire se battre dans la rue, il faut se faire gazer, se faire nasser, s'en prendre plein la gueule, comme on s'en prend plein la gueule aujourd'hui, sous la répression Macron maximale. C'est beau, voilà, les gens qui descendent, qui se battent, qui continuent à essayer de faire changer ce putain de monde. Bah, tu peux pas ne pas les saluer, c'est la première chose à faire si t'écris sur eux, quoi, tu vois, tu peux pas... et faire restituer, enfin pour moi en tout cas, restituer ça de l'intérieur, c'est restituer par les corps, par les mouvements. Donc il y a des gens, j'aime bien, moi j'ai vu les premières critiques, il y a des gens qui disent ouais mais ils sont tous beaux, ces zadistes, ces zaguistes, c'est la ZAG, zone autogouvernée maintenant, machin, dans le bouquin en tout cas, ils sont tous beaux, c'est presque trop... Bah ouais, mais tu vois, à un moment donné, ouais, ils sont plus beaux que les gens que j'ai vus dans les boîtes, parce que moi aussi j'étais dans une start-up, donc je peux vous parler de la Startup Nation, et je peux vous parler de ce que c'est. J'ai monté un studio de jeux vidéo pendant 3 ans, on est parti à 5, on est arrêté à 80, donc je peux vous parler des startups si vous voulez, tu vois. Je dis pas qu'il n'y a pas d'énergie dans une startup, je dis pas qu'il n'y a pas de pêche, tu vois, mais ça n'a absolument rien à voir avec ce que j'ai vu à la ZAD, quoi, tu vois. Je peux poser côte à côte les deux, et vraiment, il y a une vraie différence, quoi, tu vois. Et même d'ouverture d'esprit, même de combativité, voilà. Donc ça, vraiment, c'était un aspect extrêmement important que je voulais restituer, et ça suffit pour moi à justifier la ZAD, en dehors de tous les problèmes qu'on peut poser, des choix politiques, de dire moi je suis plutôt anard, ah ouais mais moi je suis plutôt communiste, ah ouais mais moi je suis plutôt social-démocrate, moi je suis citoyenniste, ouais moi je suis terrestre, moi je suis primitiviste, enfin ok, on s'en fout quoi, mais surtout t'es vivant quoi, donc si t'es là c'est que t'es vivant et tu le montres et on le voit et c'est plein d'engueulades, c'est plein de tensions, mais c'est la société, enfin donc moi je rêve en tout cas, ouais, parce que c'est, à nouveau on voit des gens vivre. Ouais. Et pour revenir sur le bouquin toujours, moi il me semble que Les Furtifs c'est aussi un roman sur le langage. Alors tous les langages, hein, le langage du corps, langage social, langage écrit, construit, déconstruit, en permanence. Pareil, même pour ceux qui l'ont commencé, enfin, je veux dire, vous avez bien vu qu'il y avait quand même plein de petites choses qui parlaient de ça, quoi. Ah ben oui, mais tous mes livres, enfin je pense, enfin surtout à partir de la Horde, ce sont des livres sur la langue. Moi je crois que
Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que si un peintre peint, c'est qu'il a une espèce de perception viscérale de ce qu'est la peinture en lui et de ce que la peinture peut devenir à travers lui, quoi. Donc si tu utilises, moi j'utilise le langage, voilà, j'ai fait ce choix-là, c'est là que je suis doué. Je suis nul en dessin, je suis nul en musique, je suis nul en plein de choses, mais j'ai une sorte d'instinct, d'intuition profonde de la langue. Si tu parles du vivant, si tu considères que tu fais un livre sur le vivant, sur ce que ça veut dire être en vie, ça veut dire que ta langue, il faut qu'elle soit en vie, voilà. Et qu'est-ce que ça veut dire faire un langage vivant? Qu'est-ce que ça veut dire écrire des phrases qui soient vivantes? Qu'est-ce que ça veut dire une syntaxe vivante? Qu'est-ce que ça veut dire des sonances vivantes? Qu'est-ce que ça veut dire de faire du langage quelque chose de métamorphique, de mutant, de prendre les mots qui sont comme des galets, puis de les casser à coups de marteau, et puis comme des galets que parfois que tu casses, je sais pas si vous avez déjà fait ça, mais tout d'un coup tu vois qu'il y a des cristaux à l'intérieur, que c'est extrêmement beau, parce que justement tu l'as pété, ton galet il est gris, il est pourri, tu mets un coup de marteau, tu ouvres, et là tu te dis putain mais c'est magnifique ce qu'il y a à l'intérieur du galet. Et le langage c'est ça, enfin les mots c'est ça, il faut les casser à des moments, il faut les péter, il faut les revivifier, pour leur donner une énergie qu'ils n'ont pas sinon, quoi. Et dans ce livre, encore plus peut-être que dans les deux autres, je voulais parler des furtifs, donc je voulais parler de ce qui était pour moi le point de plus haute vitalité possible sur un être vivant. Et la seule façon de le restituer, à part de dire regardez comme ils sont vivants d'un point de vue discursif, c'était que le langage lui-même soit impacté. Voilà, donc le langage, ben oui, il est tordu, il est modifié, il est éclaté, il y a beaucoup de métathèses, c'est-à-dire des inversions de consonnes ou de syllabes qui donnent tout d'un coup une ouverture incroyable au mot. Je pense juste à un truc comme ça, mais à un moment donné, je dis voilà, le moucharabiet de béton en haute performance. Vous savez, on a le Mucem à Marseille, et le Mucem, c'est un moucharabiet de béton comme ça. Et quand tu vas au Mucem, tu as des beaux panneaux, ça, ils te disent le moucharabiet de béton à haute performance, tu vois. Je sais pas, ce truc-là, ça m'avait touché, parce que pour moi, le béton, c'est quelque chose de très, très figé. En fait, c'est une sève, c'est quelque chose de puissant. Et moi, simplement, à un moment donné, je fais une métathèse et je fais le moucharabiet de bonté à haute performance, tu vois. C'est tout con. J'aurais pu dire de tomber à haute performance aussi, enfin, tu vois, je peux faire autre chose. Mais tout d'un coup, juste en faisant la métathèse sur béton bonté, tout d'un coup, j'ouvre un truc qui est fou, quoi. Enfin, pour moi, qui est fou, tu vois, voilà, de bonté à haute performance, qu'est-ce que ça veut dire, quoi, tu vois. Et tu sens que quelque chose éclate et le langage, il amène ailleurs, quoi. Donc, il y a un travail énorme là-dessus, et notamment sur Tishka, donc notamment sur Tony Toufou, que Oui. beaucoup de gens trouvent illisible. Moi, je trouve ça génial ce qu'il fait, mais parce que c'est un argot, ouais, j'ai fait un mélange complètement dingue d'argot gitan, d'argot de gamer, et puis aussi de langage réseau social, informatique. Donc les trois sont compactés ensemble avec une dynamique d'explosivité, donc ça fait un truc qui est vraiment, vraiment spécial. Mais voilà, ça montre ce que le langage est capable d'amener, quoi. Et c'est parce que c'est impacté dans à la fois les mots, mais bon, faut bien comprendre que c'est pas juste les mots, c'est pas juste des jeux de mots, c'est pas juste des néologismes qui accroissent le langage, c'est pas juste des déformations. C'est aussi une syntaxe, c'est aussi une explosivité dans la phrase, c'est aussi une ponctuation, c'est aussi une typographie. C'est-à-dire que j'essaye d'utiliser toutes les ressources que possède la langue. Et dans les ressources de la langue, bah, tu as trois choses, hein. Bon, je suis parti, mais là, simplement, il faut quand même comprendre ça. C'est-à-dire que on est dans un médium qui est extrêmement pauvre. Voilà, on est le médium le plus pauvre qui existe en art. Il faut quand même le savoir. C'est-à-dire qu'on a des lettres noires sur une page blanche. Il n'y a rien de plus sobre, il n'y a rien de plus pauvre que ça, tu vois. Je veux dire, le moindre son qui sort d'une guitare a 10 fois plus d'ampleur, des vibrations, qu'un petit mot posé sur une... Et pourtant, dans la forme des lettres, juste dans la typo, la forme des lettres, la forme d'un G, la forme d'un H, la forme d'un L, la triple arcade d'un M, tu vois, il y a quelque chose que ça produit optiquement et qui, tout d'un coup, voilà, implique, engendre une perception différente. Les mots, la forme des lettres, déjà, a une motricité dans votre réception. Et puis après, il y a les deux grandes choses qu'on connaît très bien. C'est-à-dire qu'il y a l'assonance, c'est-à-dire que le fait que si vous dites le texte, tout d'un coup, il explose dans l'espace, et que les sculptures de sons que vous envoyez dans l'espace sonnent au tympan. Et voilà, si vous entendez un on, le on, vous voyez, comme je le fais, le on, il est au fond de la gorge, là. Le on, c'est la voyelle la plus sombre du français, par exemple. Voilà. Il faut le savoir, c'est pour ça que c'est ombre, sombre, etc. C'est pas un hasard non plus complet. Donc, quand vous savez ça, tu te dis, mais bon Dieu, je vais chercher ce on, je vais chercher du sombre, je vais chercher le on, tu vois. Si je fais un i, tu vois, un u, un e, je suis dans des fréquences extrêmement hautes, extrêmement élevées, qui déchirent, et je suis complètement déjà sur autre chose, tu vois. Donc, tu as une physicalité de la langue qu'il va falloir mobiliser à plein, parce que tu as juste des petites lettres noires sur des trucs. Donc, tu as un médium qui est très peu sensoriel, qui est très peu physique à l'origine. Il est physique parce qu'on le jette dans l'espace, il est physique parce qu'on l'articule, et il est physique parce qu'optiquement, dans la typo,
Il y a quelque chose qui se passe. Donc ces 3 dimensions physiques-là, moi j'écris un texte, il faudrait que je publie quand même, qui s'appelle Les carnets de l'inconsistance, et qui explique ce qu'est, voilà, qui est ma théorie à moi du langage. Il faudrait que je dise à mon éditeur un jour de sortir quand même. Mais vraiment, c'est ça, c'est le graphisme, l'optique, la typo, on va dire, la typoésie, l'articulation et l'assonance. Ces 3 choses-là, c'est nos 3 vecteurs sensoriels, c'est les 3 choses dont on peut, nous, se servir en tant qu'écrivain. Donc, tu peux ne pas t'en servir, tu peux faire du Modiano, tu peux faire du Houellebecq, tu peux faire, voilà, moi j'ai horreur de Modiano, hein, et j'ai horreur de Houellebecq. C'est-à-dire que tu peux faire un style relativement plat, mobilisant pas les sonnances, mobilisant pas la puissance articulatoire, mobilisant pas la graphie. Tu as le droit, c'est ton choix, tu es dans le minimalisme, et pourquoi pas. Moi, voilà, j'ai besoin d'un truc très rabelaisien, très chaleureux, très, très expressionniste. Et donc, bah, je bourrine, hein, ouais, c'est sûr, je bourrine à des moments. Voilà, il y a quasiment des slams dans les segments, notamment à la fin sur les émeutes. Mais parce que la langue peut ça, pourquoi j'utilise pas ça? Enfin, tu vois, c'est à un moment donné, comme un mec qui aura une guitare qui dirait non, mais j'utilise pas cette corde parce que quand même, tu vois. Donc je comprends pas, moi, franchement, je comprends pas, par exemple, que les gens écrivent pas en polyphonie, je comprends pas que les gens n'utilisent pas la typo, je comprends pas que j'utilise pas la ponctuation, je comprends pas que la plupart des livres soient extrêmement simples, en fait, tu vois, vraiment dans une sobriété trop sobre, quoi, trop minimale, ouais. Du coup, sur la typo vraiment en particulier, tu as travaillé avec une jeune femme, Esther Ouais. Zak. Est-ce que tu peux nous parler de cette rencontre, comment vous vous êtes rencontrés et comment vous avez créé à la fois la typographie et les glyphes qui reprennent un peu le système de la Horde où on avait déjà chaque personnage associé à un signe typographique, et là c'est vraiment mené jusqu'au bout, quoi. Ouais, bah Esther Zak, bon, c'était très rigolo parce que, en fait, la première fois que je la rencontre, on était avec mon éditeur à l'école Estienne, on avait été invités, et il y a une jeune fille qui arrive et qui commence à me parler, etc. Et puis sa copine lui dit, allez, vas-y, montre-lui, quoi. Et en fait, elle me montre son coup, elle avait elle avait la formation de la Horde avec les 23 signes dans la nuque, quoi, tu vois. Donc je fais, ouais, ok, c'est délire, bon, bref. Combien dans la salle, bon ça? Oui, c'est ça, ouais. Levez la main. Et du coup... Oui, d'accord. Et du coup, on commence à discuter, je vois ce qu'elle fait, elle me montre son boulot, et ils font à chaque fois un mémoire de sortie d'école. Et je lui dis, à un moment donné, mais est-ce que ça t'intéresserait pas? Moi, je veux travailler vraiment sur la typo vraiment faire autre chose de nouveau pour les furtifs, ça t'intéresserait? Bon, évidemment, elle me dit, ouais, ça serait cool, c'est génial, machin, bon. Et on commence à bosser. Et en fait, la première chose, c'était qu'effectivement, les signes dans la Horde, qui sont juste un petit signe d'entrée, je trouvais que c'était pauvre au sens où tout le paragraphe restait intact avec que le signe d'entrée. Donc c'était un signe pour dire attention, c'est Golgoth qui parle, attention, c'est Soph qui parle, etc. Et là, déjà, je voulais des signes qui rentrent plus dans le paragraphe. Et puis surtout, il y avait cet enjeu, bon, vous comprendrez, tant pis, là je spoil un peu, mais j'aime bien. C'est-à-dire que je voulais qu'à certains moments, on sente la présence furtive dans les personnages et ce que ça produit en eux, et que ça soit traduit physiquement, ça soit traduit optiquement, quoi. C'est-à-dire qu'on sente dans la déformation des lettres et dans les lettres utilisées, par exemple un G avec un point dessous, ou avec une virgule, ou un O avec un point au-dessus, ce qu'on appelle le point suscrit, le point souscrit, etc. C'est-à-dire que les lettres elles-mêmes soient modifiées. Par exemple, on a le personnage de Sahar, si vous regardez le bouquin, il a 2 choses, il a les J où il n'y a pas de point sur le I du J, hein, et il a le F où il n'y a pas de barre centrale sur le F. Enfin, en fait, la moitié de la barre manque. Tu fais, mais pourquoi? C'est quoi cette connerie? Et peut-être tu t'en rends même pas compte. Tu sens qu'il manque un truc, mais c'est presque subliminal, tu vois. C'est presque subliminal. Et quand tu lis le bouquin, là c'est bien, on va spoiler un peu quand même. Quand tu lis le bouquin, tu te rends compte très vite que, en fait, ben, c'est sa petite fille qui lui manque, quoi, tu vois. C'est-à-dire que ce point, c'est Tishka qui lui manque. Elle a fait le deuil, contrairement à son mec qui a décidé de ne pas faire le deuil. Et qui, lui, a des points partout, il a des points surnuméraires et il a des points en moins, tu vois. Et le point, c'est la fille, quoi, c'est Tishka, tu vois. Et donc, on a travaillé sur le manque sur un des personnages, typographiquement, et sur l'autre, sur l'excès, tu vois. Lui, il a trop de Tishka, il vit dans son appart, vous verrez quand vous lisez le bouquin, il a toutes les images, il a tout gardé, tu vois. Lui, il n'a rien voulu enlever, sa fille a disparu, il n'a rien voulu enlever parce qu'il croit qu'elle est encore vivante. Et donc, il a tout sur les murs, et elle a décidé à un moment donné que c'était soit mourir, se suicider, soit accepter de faire le deuil. Et elle a décidé de faire le deuil, ce qui est un courage aussi, hein, je pense, très fort. Mais sauf qu'il lui manque et il y a des trous, quoi. Et quand tu lis, bah oui, tu vas comprendre dans ce qu'elle raconte, dans son style, dans son registre, dans son langage, que
que voilà, ils ont souffert et machin, mais putain, d'avoir juste ce tout petit point qui manque, ce tout petit morceau de barre qui manque, je suis désolé, ça produit un effet, enfin, ça produit quelque chose de très puissant sur la lecture, quoi. Voilà. Après, je ne spoil pas la suite, parce qu'après, là, ça serait vraiment salaud, quoi. Mais voilà, et donc chaque personnage a ses... Donc on a travaillé sur la police Garamond, qui est une police qui permet le plus de glyphes possible. Je crois qu'il y a plus de 1000 glyphes dessus. Et avec Esther, on s'est dit, on prend toutes les lettres qui permettent des modifications intéressantes. Et ça a été un boulot très long, je l'ai énormément fait chier, j'étais très désagréable, parce que, évidemment, elle est graphiste, elle est typographe, elle est très douée sur la typographie, mais elle avait tendance à trop charger. Donc je lui ai dit, on a un bouquin de 700 pages, si en plus, le bouquin est dense, chaque personnage a son style, sa syntaxe, son registre, etc., c'est déjà pénible à lire, si en plus on rajoute des couches typographiques qu'il faut avaler et que ça pollue la lecture, c'est pas possible. Donc il faut faire quelque chose de très simple. Donc on l'a fait, ce que je fais jamais moi pour moi-même, d'ailleurs j'aime bien le faire pour les autres, mais pour moi j'arrive pas à le faire, ce qu'on appelle le design soustractif, c'est-à-dire que vous enlevez progressivement, vous épurez, jusqu'à atteindre les tout petites modifications de lettres, de points, de ponctuation, qui vont suffire à caractériser le personnage et la furtivation du personnage. Donc ça a été un gros boulot, j'ai fait, je sais pas, il y a peut-être 20 versions avant d'arriver sur chaque perso à avoir les bons niveaux de... Et en plus on a créé 2 niveaux d'intensité, donc elle a réglé le premier niveau d'intensité, le deuxième niveau, et jusqu'à la fin, on l'a rendu le 11 mars jusqu'au 9 mars, on était encore en train de... J'étais encore en train de la faire chier à modifier le... Mais elle est très endurante, donc bon, elle bosse quand elle veut aussi, hein. Là je fais un aparté, tiens, je peux faire un aparté... vieux con. Donc, c'est la nouvelle génération. C'est les millennials. Hein, on va faire la partie vieux con, j'adore faire ça. Et tout le monde vous le dira dans ressources humaines, dans les boîtes. C'est une génération où on ne sait pas comment la faire bosser, etc. Enfin, c'est une génération qui ne marche que pas du tout à la hiérarchie, pas du tout au côté Golgoth, côté bourrin, où tu vois, moi j'avais ce côté-là, mon invité, on est pareil, tu vois. On pousse les gens, c'est un peu entraîneur de foot, c'est un peu à la con, on bouscule, on est là, limite, on n'insulte pas, mais tu vois, on pousse. Et en fait, ça ne marche absolument pas, et tant mieux que ça ne marche pas en réalité, hein, je vous dis, enfin, bien sûr. C'est une génération qui ne supporte plus l'autorité, qui ne supporte plus cette espèce de mécanique de pouvoir un peu bourrine, et tant mieux, ils nous apprennent à faire autrement. Et Esther n'a travaillé qu'à des moments où il y a complicité, où il y a une espèce d'encouragement, où il y a un côté, voilà, où tout d'un coup, il y a un feeling très positif qui se dégage de l'association. Et là, elle a fait des trucs géniaux. Et chaque fois que je l'ai poussé, mode bourrin, comme moi, j'ai été éduqué, hein, parce que moi, j'ai été éduqué dans ce mode-là. Mon père était entraîneur de foot et il m'éduquait comme ça. Chaque fois que j'ai repliqué ça, ça ne marchait pas. Donc, c'est intéressant. Donc, elle m'a appris, du coup, des choses. Mais ça m'a énervé beaucoup, quand même. À plein de moments, j'avais juste envie de bourriner et ça ne marchait pas du tout. Ouais. Si, déjà, est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Parce que le temps passe, profitez-en. Gabriel, il est où? Gabriel. Parce que je connais la question, c'est Gabriel. Non, oui, pour tout parler politique, quoi que ce soit, je voulais juste savoir si les références au foot dans les furtifs sont clairement assumées, ou si c'est des trucs un peu latents comme ça qui sont sortis justement d'écrire. Enfin, je pense à un personnage en particulier, à un des mouvements aussi du bouquin avec la Céleste. Donc voilà quoi, savoir un peu. Non, c'est très conscient. Moi, bon, voilà, j'adore le foot. Hein, je suis le foot depuis l'âge de 9 ans. L'avantage du foot, c'est qu'il y a beaucoup d'équipes, beaucoup de remplaçants, donc il y a beaucoup de noms. Donc quand tu suis des équipes, tu as une gamme de noms incroyable et de tous les pays du monde en plus. Donc c'est une super ressource pour aller chercher les noms. Donc souvent, je vais puiser. Dans tous mes bouquins, il y a des noms de footballeurs, en fait. Hein. Donc là, il y a Agüero, qui est quand même très connu, hein, qui est l'avant-centre de Manchester City. Mais bon, voilà, il y a plein de choses. Il y a Arshavin, il y a des... Et c'est souvent des personnages qui viennent du foot. Mais grâce à cette variété, après, on va chercher où on veut. Je pourrais ouvrir un bottin, tu vois, ou je pourrais ouvrir une liste de philosophes du XVIIe siècle, tu vois. Mais non, je vais chercher le foot, parce que ça m'éclate, ouais, de faire ça. Des questions? Enfin, de votre côté? Ah, c'est pas possible. Ils font les timides. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ah bah oui. Ah oui. Vous êtes tous venus à la librairie. Bienvenue à Nesquion d'abord. Ouais. C'est pas... Non. Je reviens là sur la question. Pour parler fort. Ouais, bon, je vais parler comme ça. Sur ce que disait Olivier sur le langage, et c'est vrai qu'il y a une virtuosité qui est incroyable, et c'est vraiment très jouissif. Et la question que je me pose, c'est comment est-ce que vous abordez le problème de la traduction? Parce que je suppose que le livre
va être traduit ou est en cours de traduction. J'imagine que c'est très compliqué pour le traducteur. Et je voulais savoir si vous investissez dans ce travail, si c'est quelque chose, est-ce que vous impliquez là-dedans, ou est-ce que vous laissez se débrouiller comme ils peuvent, comme ils veulent. Voilà. Ouais, non, mais c'est une très bonne question. Vous avez entendu au fond ou pas? Ouais, j'ai eu 2 cas là-dessus. Il y a la Horde a été traduite en italien. Et je n'ai eu aucun contact avec la traductrice italienne qui m'a juste demandé par rapport au nom des personnages et à leur fonction. On a discuté juste là-dessus. Et après, elle a traduit toute seule. Donc, je ne sais pas du tout ce que vaut sa traduction. Et après, j'ai eu une superbe expérience qui continue, qui n'est pas finie, parce que c'est très long, qui est la traduction de la Horde en anglais. Et là, coup de bol, quelqu'un me contacte à un moment donné par mail, qui était un poète américain, qui était aussi un prof américain qui enseigne la littérature française à l'Université de Virginie, et qui m'envoie ces textes. Et c'était des textes incroyables parce qu'ils jouaient sur la crête de la langue entre l'anglais et le français, avec des sortes de solécisme, d'agrammaticalité, un travail extrêmement étonnant où tu sais plus si tu es sur l'anglais ou le français. Enfin, je trouve ça super intéressant. Et à un moment donné, on discute par mail, et je lui dis, mais tiens, ça te plairait pas de traduire la Horde? Et il me fait, mais ouais, carrément. Et donc, on prend contact et on commence à parler par Skype. Et donc, il traduit la Horde, il y a le chapitre 14, là. Il va aborder le 15. Et on fait beaucoup de Skype, c'est des heures et des heures. Là, on a plus, je sais pas, peut-être 150 ou 200 heures ensemble. Il traduit une première couche, il fait chapitre par chapitre, il traduit une première couche. Et ensuite, il note en gras tous les passages sur lesquels il a des difficultés, sur lesquels il n'y arrive pas, et on discute. Voilà. C'est passionnant, parce que le gars est passionnant, parce que le gars est lui-même, il écrit des poèmes en français, il écrit des poèmes en américain, il écrit des romans aussi en français. C'est un gars qui a fait une thèse sur Apollinaire, Mallarmé et Jacob. Donc c'est du lourd, c'est un gars, c'est vraiment du lourd. Et surtout, bon, c'est un gros comme ça, c'est un vrai rabelaisien, quoi. Il adore manger, il y a un côté... Et donc, il comprend tout en termes de sonance, en termes de charnel, en termes de sensualité. Il a le sens inné de ça, vraiment. Et donc, discuter avec lui, c'est génial. Et il galère, bien sûr, à des moments, bien qu'il ait vécu 8 ans en France et qu'il parle parfaitement français et sans accent, il galère quand même toujours sur Golgoth et Caracol, dans la Horde. Mais en discutant, on trouve. Voilà, on cherche les mots ensemble, on cherche les néologismes, on invente... Et comme c'est quelqu'un en plus d'extrêmement ouvert, d'extrêmement agréable, voilà, c'est un régal. Franchement, je me régale à faire ça. Et en plus, j'ai ma mère qui a agrégé l'anglais, donc je lui fais lire après, puis elle me fait ses commentaires, donc c'est plutôt rigolo. Donc, contrairement à ce que les gens racontent, enfin bon, les gens ils viennent tous me voir et me disent mais c'est intraduisible, machin. Bon, mais bien sûr que non, c'est pas intraduisible. Je veux dire, on a traduit des choses 10 fois plus compliquées. Je veux dire, on va traduire un poème de Mallarmé, tu vois. Donc tout est traductible, simplement il faut s'y mettre, et puis il faut avoir le courage, et puis il faut avoir des gens inventifs, il faut des gens qui soient des créateurs. Voilà, donc lui c'est un créateur, et donc comme il est créateur, il peut créer dans sa langue. Et franchement, je vous le dis, quand la version anglaise va sortir, il faudra lui donner le prix de la traduction, et puis je pense que ça va tout cartonner, parce que ça va être une trad qui va être magique, quoi, vraiment. Elle est très très belle. Ce qu'il a fait sur le combat, notamment des palindromes, pour ceux qui connaissent le bouquin, c'est meilleur que l'original, quoi. Franchement, je trouve que c'est meilleur. Il a gardé toutes les intentions, tout le signifié. Et comme en anglais, bon, c'est des enfoirés aussi parce qu'ils ont des mots très courts. Donc les palindromes en anglais, c'est beaucoup plus facile qu'en français. Tu vois, genre typiquement God et dog, tu vois, c'est trop facile, quoi. Donc, en fait, bon, je dis que c'est meilleur, mais c'est meilleur parce qu'aussi la langue, tu vois, permet beaucoup mieux les palindromes que le français. Et donc vraiment, tu relis le truc, tu fais, moi j'avais les larmes aux yeux, quoi. Il y a des moments... Puis voilà, tu as des moments d'émotion incroyables. C'est-à-dire des moments, moi, j'arrive pas à lire bien l'anglais, je suis assez nul en anglais. Et je lui dis, mais vas-y, lis-moi le passage pour que je sente un peu la fluidité, les sonorités. Et les passages qu'il m'a lus, je me suis mis à pleurer, quoi. Parce que j'avais beau même pas comprendre ce qu'il écrivait, parce que c'est tellement de mots que je connais pas en anglais. Mais il y avait toute la rythmique, il y avait toutes les sonorités, il y avait ouais, il avait tout compris, quoi. Tu vois? C'est comme s'il me le faisait en musique et je lui disais, mais t'as complètement compris le paragraphe, tu vois? Et là, ça te faut une putain d'émotion parce que là, tu vois ce que c'est que transcrire voilà, l'esprit d'une langue dans un autre esprit d'une autre langue, tu vois, c'est magique, ouais, vraiment. Donc, ouais, j'espère que pour ceux qui sont anglicistes ici, vous le lirez, je pense, l'année prochaine, peut-être. Hein. Et puis, voilà, on espère que... Sophie et Olivier vont mettre un côté. Ouais. Non, ça va être super, franchement, ça va être super. Ouais. Pas de souci. Et les furtifs, bah, j'espère que ce sera lui qui le fait, mais bon, après... Puisqu'on est sur tes différentes collaborations, est-ce que tu veux nous parler de ta rencontre cette fois avec Yann Péchin ? Ah ouais.
Mais ouais. Ah, Yann, c'est encore un coup de bol énorme. Bon, Yann, c'est un coup de peau complet. Je suis invité à Dunkerque dans une salle et par des gens qui ont l'habitude de mélanger des dessinateurs avec des guitaristes. Enfin, ils font des mélanges d'artistes. Des fois, ils mettent un photographe avec, je sais pas, un poète. Et ils aimaient bien faire ces mélanges-là. Et donc, ils connaissaient mon boulot, ils connaissaient celui de Péchin. Et donc, ils décident de nous réunir pour faire une date comme ça. Et donc, je vais répéter avec lui à Paris, à Oberkampf, comme ça. J'arrive avec mes petits. Donc, moi, j'avais jamais fait ça. Hein. J'avais fait le délire avec Ron, mais c'était tout, quoi. Et je sors des textes, j'arrive avec 30 textes, donc j'avais tout pris. Hein. J'avais pris des poèmes, j'avais pris des slams, j'avais pris des textes politiques, j'avais pris des textes didactiques, des textes narratifs, j'avais pris tout ce que je pouvais. Et il me dit, vas-y, commence à lire tes textes. Et donc, il enlève ses guitares des housses, il commence à poser ses guitares, sortir sa pédale de rack, machin. Je lui dis mes textes, tu vois. Il me dit, ok. Et il démarre, il commence à jouer, quoi, tu vois. Et là, tout de suite, tu comprends que le gars, il a quelque chose d'énorme. Bon, franchement, je pense que c'est un des 3 ou 5 meilleurs guitaristes français actuels. C'est le guitariste de Bachung. Il a joué avec 10 ans avec Bachung, il a joué avec Miossec, il a joué avec Tiefen, il joue avec Brigitte Fontaine, il a joué avec Tricky, il a joué avec Higelin, il a joué avec tous les grands. Il a 36 ans de carrière. Et surtout, il a fait pendant 36 ans de l'improvisation. Donc, c'est le caracol de la guitare, quoi. Tu vois, c'est le gars, il est capable d'improviser sur n'importe quel texte, sur n'importe. Donc, c'est un créateur que tu vois en live permanent. Et c'est extraordinaire de bosser avec lui parce que tout est fluide, tout est varié. Il a une gamme de jeux incroyable. Il peut jouer avec des guitares électriques, des guitares classiques, des guitares acoustiques, des dobro, des guitares de 1937, des basses. Il sort des sons de drone, des sons de violon. Il sort ce qu'il veut, quoi. Et comme il a les pédales d'effet et des loops en même temps, grâce à la techno, il arrive en plus à élargir encore. Donc ben voilà, on a commencé, on a décidé de faire cet album, et puis on fait même une sorte de petite tournée à notre niveau, quoi. Mais voilà, moi surtout, il s'est emparé des textes des Furtifs, et on a créé ensemble l'album, quoi. Et moi, je l'ai vu créer pendant 4 jours, quoi. Pendant 4 jours, j'ai juste, moi, pris le micro, posé mes textes, et je l'ai vu travailler pendant 4 jours. Et ça, je peux vous dire que vous le verrez dans mes prochains livres, parce que c'est un moment... C'est très rare de voir un créateur créer. Voilà, on voit pas les peintres peindre, on voit pas les musiciens composer, etc. Là, moi, je l'ai vu composer pendant voilà, une quarantaine d'heures. Et ex nihilo, hein, à partir du texte, et en empilant les couches de guitare, en empilant les... Et en improvisant, et en improvisant, et en improvisant. Et tu fais, waouh. Moi, j'ai l'impression d'être nul, parce que je lis juste des textes qui ont déjà été faits, quoi, tu vois. Ouais, bah, tu les as fait d'abord. Ouais, mais l'équivalent, ça serait de tout d'un coup, voilà, de faire en direct un texte, quoi, Ouais. tu vois, comme ça. Eh ben allez. Ouais. On essaiera, hein, mais... Donc, non, c'est très impressionnant, voilà. Et après, le gars, je trouve, a beaucoup de charme, a quelque chose de profondément généreux. T'as l'impression que, malgré toute sa carrière, il est toujours aussi présent sur n'importe quelle date. Moi, vraiment, pendant très longtemps, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fout avec moi, quoi, tu vois? Quand tu as joué avec Bachung sur des salles, tu vois, où il y a 20 000, 30 000, 50 000 personnes, qu'est-ce que tu vas te faire chier à jouer avec un mec dans une salle où il y a 50 bonhommes, tu vois, sur des textes qui sont pas évidents, tu vois. Et en fait, ça l'éclate de jouer. Ça l'éclate de jouer, et il se fait plaisir à jouer. Et c'est un vrai artiste, en fait, tout simplement. C'est qu'un vrai artiste, il n'a rien à foutre que les 50 ou 50 000 personnes, c'est la même chose. Et il le fait parce que ça le touche, parce que ça lui plaît, parce que rien que jouer, ben pour lui, c'est quelque chose de profondément vital, quoi. Donc c'est vraiment un gars, ouais, c'est une super rencontre. Je suis très impressionné par ce qu'il fait, en fait. Ouais. Et je me sens vraiment, alors là, pour le coup, moi, je suis un grand débutant, donc je me sens vraiment petit. J'essaie de comprendre, d'assimiler, d'éponger, d'être buvard sur ce qu'il fait pour essayer de piger, tu vois, et essayer de progressivement avoir vraiment un entrelac entre nous deux qui soit le plus fin possible. Mais j'aime bien, voilà, je pense que déjà l'album est quelque chose de très beau, très pro. En plus, il a fait quelque chose de très très pro, très soigné, même sur le son final. Ouais, c'est cool. Enfin, c'est un immense luxe. Moi, je dis parfois l'immense luxe quand tu commences à avoir un tout petit peu de reconnaissance et que tu peux travailler avec des artistes de vraiment haut niveau. Et ça, voilà, ça n'a pas de prix, quoi. Parce que ce gars-là, j'aurais pas pu aller le chercher, évidemment, au début quand j'ai créé la zone, quoi. Voilà, donc de pouvoir avoir accès à quelqu'un comme ça, ouais, quel luxe, ouais. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres questions qui vous sont venues entre-temps? Ça, il faut parler très fort. Ouais, colle-le, ouais.
Un mec qui s'appelle Baptiste Morizot, il vous avait un peu inspiré, en tout cas c'était quelqu'un qui avait eu une influence sur vous. Ouais. Et j'aurais bien aimé savoir un peu plus en quoi, et dans l'écriture des furtifs. Voilà. Ah ouais, c'est l'influence la plus grande sur le livre. C'est un livre, c'est marrant, pendant lequel ce livre, j'ai très peu lu. Voilà, j'ai vraiment très peu lu pour le faire et j'ai très peu. J'ai vraiment sorti beaucoup de choses de moi, mais j'ai eu cette rencontre extraordinaire avec Baptiste Morizot. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un philosophe contemporain. Donc, je crois qu'il a 35 ans, 36 ans. C'est un philosophe du vivant, donc spécialiste du vivant et notamment spécialiste du pistage et du pistage des loups, mais aussi des ours. Enfin, c'est un très grand pisteur et un très grand connaisseur du loup, mais à un point que vous ne pouvez pas imaginer. Et coup de bol, pareil, une rencontre lors d'une soirée, tu vois, un débat. Et on a tout de suite accroché. Moi, je ne savais pas, il avait lu mes livres, etc. Et après, bon, c'est le feeling. Il y a eu immédiatement une sorte de point d'accroche. Le fait que c'est aussi un grand Deleuzien, c'est aussi vraiment un Nietzschéen aussi. C'est-à-dire qu'il y a le vitalisme Nietzschéen en lui qui est très net, très, très évident. Donc, tout de suite, tu as des sortes de correspondances ou de résonances qui se mettent en place. Et on s'est beaucoup vu et j'ai commencé à lui faire lire Les Furtifs. Et quand j'ai commencé à lui faire lire, j'en étais au chapitre 10 ou 11, un truc comme ça. Et il m'a dit que c'est extraordinaire, etc. Mais comme ça parlait d'espèces animales et que lui connaît extrêmement bien l'espèce animale, il a commencé aussi à me faire des critiques ou des remarques. Et il m'a aidé à améliorer, mais vraiment, vraiment le livre sur ces aspects-là, sur toute l'éthologie furtive, c'est-à-dire l'étude du comportement furtif et ce qu'on en découvre. Son apport est énorme. Donc il est cité, comme moi, j'ai pas voulu faire de remerciements sur ce livre-là. Donc vous verrez, le philosophe Varek est vraiment inspiré de lui. Et il y a des anagrammes autour du nom de Morizot dessus. Et j'ai fait des hommages à plein de gens dans le bouquin à travers, comme ça, je les mets directement dans le récit, comme ça, c'est plus simple. Et on continue à discuter, on continue. Et il m'a énormément apporté parce que, comment dire ça, quoi, parce que c'est un vrai philosophe du vivant. C'est-à-dire, et que moi, j'avais réfléchi énormément au vivant, à ce que je voulais porter pour les furtifs. Et à un moment donné, il m'a dit des choses très importantes, comme par exemple, il me dit, mais les furtifs, c'est extraordinaire, mais il me dit, j'ai l'impression que c'est comme les dames de la Renaissance, tu vois. Je dis, mais quoi, les dames de la Renaissance? Il me dit, ben, tu sais, les dames de Renaissance, elles considéraient que l'oiseau, l'animal le plus fabuleux, c'était l'oiseau qui chante. Et le chant de l'oiseau, ça les fascinait, c'était la créature de Dieu. Et puis surtout, ils ne voulaient pas voir que les animaux, ils font caca, que les animaux, ils font pipi, que les animaux, ils bouffent d'autres animaux. Et on était dans une sorte de perception éthérée, comme ça, un peu spiritualiste de l'animal. Et effectivement, les furtifs étant créés à partir du son et à partir de cette dimension sonore, j'étais un peu prisonnier d'une perception un peu trop éthérée, un peu trop fluide, un peu trop... Et il est venu voir, il m'a dit à un moment donné, mais qu'est-ce qu'il mange quoi? Et qu'est-ce qu'ils chient, quoi, tu vois? Et qu'est-ce qu'ils métabolisent? Et qu'est-ce qu'ils agressent, tu vois? Ils sont les prédateurs de qui? Qui les mange? Et qu'est-ce qu'ils mangent, etc., tu vois? Et il m'a remis le nez dans le caca, c'est le cas de le dire, tu vois? Et ça a été hyper précieux pour développer plus de profondeur sur les furtifs. Et il m'a donné énormément d'idées. Je ne vais pas lui citer parce qu'elles sont dans le livre et vous les lirez, mais ah oui, c'est un apport énorme. Ouais, c'est un apport énorme. Et ça, c'est un coup de bol, là aussi. Et lui, il m'a dit, enfin bon, lui, il a beaucoup évidemment aidé mes livres, mais il m'a dit, tu as une capacité à métaboliser ce que je te balance qui est énorme, tu vois. Mais parce que c'était juste ce que j'avais besoin à ce moment-là, quoi, tu vois. Et il m'a amené pister aussi, il m'a amené pister les loups, et on est remonté une rivière, on a pisté les traces de loups, etc. Et cet après-midi que j'ai passé avec lui, ça a été énorme, voilà. Il m'a fait comprendre 1500 trucs que je n'avais pas pigé, il m'a mis dans ce qu'il appelle l'alliage incandescent, c'est-à-dire que lui, il n'oppose pas du tout, par exemple, le corps et l'esprit, ni les concepts avec la perception, ni la sensation. Il considère que tout ça doit fonctionner ensemble et que c'est quand la sensation, la sensorialité, plus la perception, plus les concepts fonctionnent en même temps qu'on est dans ce qu'il appelle l'alliage incandescent, c'est-à-dire qu'on est dans des formes de vie et de vitalité qui sont très grandes. Et quand tu es avec lui, c'est pareil, le gars, il peut te raconter ça, mais quand tu es avec lui, tu le vis avec lui. Et c'est un gars qui est extrêmement physique, là encore. C'est un gars qui passe son temps dans les rivières sauvages, qui passe son temps en ski de rando, qui passe son temps dans la forêt, qui passe son temps à randonner. Il est beau, alors on peut dire vraiment il est beau. Non seulement il est beau physiquement, mais il est beau dans son physique, dans sa pensée. Et puis c'est un gars, comme dit Deleuze, voilà, c'est quoi un philosophe? C'est un gars dont la pensée est vivante, quoi. Et quand j'allais bouffer avec lui à Marseille, parce qu'il était à Marseille, maintenant cet enfoiré est parti dans la Drôme, au pied du Vercors, mais quand il était à Marseille... J'arrivais, je me disais, tu vois, j'appuyais derrière la tête, je me disais, bon, attends, mets ton cerveau en marche parce que là, ça va être chaud pendant 2 heures. Parce que le gars est tellement fluide et tellement vivant que tu peux lui poser n'importe quelle question, etc. Il va pas te faire une réponse automatisée, tu vois. Il n'y a pas de pensée automatique chez lui. Il est toujours en vie, sa pensée est en vie, quoi, tu vois.
Et ça, bon, moi, mon écriture est en vie, mais ma pensée, ben, je suis un peu comme tout le monde, je répète les trucs, je prends des bouts de pensée que j'ai lus, j'essaye de les agencer, je fais une espèce de Lego, tu vois. Donc, je fais un petit Lego, une petite marqueterie d'idées que j'ai piquées à droite à gauche, tu vois, alors un petit coup de Spinoza, puis je mets un petit Lego de Deleuze, puis j'essaie de faire un truc. Bon, bah lui, c'est pas ça du tout, quoi. C'est de la vraie pensée vivante qui. Alors, il a une culture colossale, hein. Il a lu énormément de choses, notamment en biologie. C'est un darwiniste. Il a tout lu Darwin, il a tout lu de Descola, de Latour, de tout ce que tu veux, de tous les biologistes contemporains. C'est monstrueux. Tu te demandes comment il peut lire tout ça. Tu te dis, mais jamais tu t'arrêtes, jamais tu regardes une série télé, jamais tu vois. Tu discutes avec sa copine, elle te dit, et pourtant c'est une intello au haut niveau, sa copine, elle te dit, mais des fois il me fatigue parce qu'il n'arrête pas de penser, quoi, tu vois. Mais c'est génial d'avoir des gens comme ça en face de soi, voilà, tu vois. Moi, c'est comme Péchin dans son domaine, quoi. Péchin, quand tu le vois jouer à la guitare, mais il est traversé, t'as l'impression que ses tendons, c'est des cordes, voilà, tu vois, et c'est. Toute la musique rentre en lui, tout son visage se déforme, tout, tu vois. Et Morisot, quand il se met à penser, bah, t'es là, tu fais. Et ça, c'est génial, enfin voilà, mais ça, c'est pareil. Donc, moi, je trouve ça un mec génial, c'est un mec à lire, lisez sur la piste animale, lisez Les Diplomates pour cohabiter sur notre carte du vivant, lisez les articles qu'il fait à droite à gauche, écoutez ce qu'il dit. Et franchement, ça va bien au-delà de ce qu'on se tape sur l'effondrement, sur le naturalisme, sur l'écologie, moi que j'appelle mouligas, tout ça. Il te reconnecte au vivant vraiment, mais là, pour le coup, c'est pas juste on enlace un arbre et puis on est dans le vivant, tu vois. Il va beaucoup, beaucoup plus loin que ça, beaucoup plus fin, beaucoup plus ramifié. Mais voilà, c'est des gars, il faudrait passer plusieurs journées avec eux, plusieurs semaines, et je pense que ça changerait vraiment nos vies. Donc ouais, j'ai beaucoup d'admiration pour lui. Voilà, je cite beaucoup aussi parce que je trouve qu'il a énormément apporté au livre. Voilà. Et comme Deleuze est mort, ben voilà, c'est Morisot maintenant. C'est vrai que je trouve dans le roman, les villes font extrêmement peur. Voilà, tout ce que tu projettes sur la politique et la ville de demain fait extrêmement peur. En ce moment, on parle quand même énormément de l'écologie voilà. Mais tes campagnes, elles sont super belles, elles sont super préservées, il y a des biches qui courent partout. C'est pas qu'on n'y croit pas, mais moi, je n'imagine pas 2040 avec tu vois, des campagnes aussi belles au final. Ah, c'est marrant. Ouais. Ah si, mais ça sera de mieux en mieux, même parce qu'il y a, comme les gens s'urbanisent de plus en plus, il y a beaucoup. Enfin, quand tu te balades vraiment en France, moi, j'ai été vraiment, la France, je pense, je peux dire, je connais quand même vraiment bien au niveau espace naturel, et notamment tout le sud-est. En fait, tu as énormément de zones qui sont totalement sauvages et dans lesquelles c'est. Ah non, mais t'en as de plus en plus parce que d'abord les forêts, il y a une fermeture des paysages au sens où les forêts repoussent. T'as énormément de sangliers, t'as énormément de zones où les animaux sauvages reviennent vraiment de façon très forte, quoi. Voilà. Et nous, on est urbain ou périurbain, donc on le voit pas, on a l'impression que tout se dégrade parce qu'on voit les entrées de villes. Mais en réalité, t'as plein de zones qui deviennent vraiment des sanctuaires naturels au sens où personne n'y vivait jamais les pieds et où les espèces animales se redéploient de façon très forte. Donc non, moi je suis pas du tout inquiet là-dessus. Je trouve justement qu'on a une vision perverti par le fait qu'on est quasiment tous des urbains, quoi. Mais tu vas au cœur du Vercors, je peux te dire que voilà, ou en Corse, les gars ils savent plus quoi faire avec les sangliers tellement il y en a, tellement ça se développe partout, tellement. Donc non, vraiment, ça va bien les campagnes. Ouais. Un autre élément moi, qui m'a profondément marqué, alors je rappelle, je suis papa. Qui me paraît essentiel dans ton troisième livre et qui n'est pas dans les deux autres, et qui m'a porté tout le long de ma lecture. Et je cite quelqu'un qui s'appelle, peut-être que certains l'ont lu, qui a écrit un article dans Uzbek Erika qui s'appelle Antoine de Saint-Épondile. Ouais. Je ne sais pas si tu as lu l'article. Ouais. Plutôt très bon d'ailleurs. Qui dit sur un début de chapitre: je gage que pas mal de parents qui liront ces pages pleureront toutes les larmes de leur corps. Je confirme. On fait ça. Je veux quand même dire que je l'ai lu avant Olivier, et Olivier, quand il l'a commencé, il m'a envoyé un texto en disant « Putain, mais tu m'avais pas dit que j'allais pleurer toutes les 20 pages, quoi. » Et effectivement, j'ai pleuré toutes les 20 pages, mais bon, après, c'est moi. Voilà, c'est comme ça, quoi. Mais cela dit, ça faut reprendre d'ailleurs les expressions dans le livre, ça chiale beaucoup dans le bouquin, hein. Et donc, il y a un papa quand même. Il y a un papa qui court après sa fille. Enfin, ce livre, bon, c'est la grande nouveauté pour moi, c'est que c'est peut-être le livre le plus le plus biographique que j'ai fait, le plus autobiographique. C'est-à-dire que forcément, je puise à mon expérience de père, quoi.
c'est le cœur du livre. Hein. Moi, j'aime bien, il y a des gens qui me disent, en fait, ton bouquin, c'est super simple. Alors, tu vois, tu te galères à faire des 25 couches dans un bouquin, puis ils disent, en fait, c'est une histoire d'amour, tu vois, ils te disent. Et oui, c'est l'histoire d'amour, bien sûr. C'est l'histoire d'amour d'un père pour sa fille, d'une mère pour sa fille aussi, et d'un couple. Et bon, après, tu as l'histoire d'amour avec le vivant, etc. Mais vraiment, oui, bien sûr, la ligne filiale père-fille, c'est elle qui structure émotionnellement tout le livre. Et là, j'ai puisé direct à la source, hein, bien sûr. Je pense que tout parent a au moins une fois, et sinon 153 fois dans sa vie, le moment où il te dit qu'est-ce que ça se passerait si ma fille disparaissait, si ma fille se faisait écraser, si ma fille mourait. Je pense que tout le monde, à un moment donné, est confronté à cette idée de l'absence possible de sa gamine. Et je peux te dire que quand tu te mets dans la position de ça, et tout d'un coup, tu te rends compte à quel point c'est incroyablement précieux d'avoir une fille, d'avoir un fils, et la magie que ça t'apporte, quoi. Voilà, moi c'est sûr que c'est un livre qui est sur. Moi, c'était très simple. Hein. Je me posais toujours la question du vivant depuis l'origine de mes livres. Je me disais, qu'est-ce que ça veut dire être vivant? Comment être vivant avec intensité, avec ampleur, avec profondeur, avec la plus grande richesse possible, etc. Et puis tu fais 2 filles, et puis tu les as devant les yeux au quotidien, et là tu fais, c'est ça être vivant, quoi. C'est-à-dire que tu vois une capacité d'apprendre au quotidien extraordinaire, une capacité de métaboliser tout ce que tu lui amènes qui est folle. Tu vois une capacité ludique de jeu, d'enthousiasme, de joie qui est incroyable. Et tu l'as au quotidien, tout le temps, quoi. Tu vois, moi je le dis dans le bouquin, à un moment donné, il y a une scène que j'aime beaucoup. Moi, dans les scènes qui me font chialer, mais il y en a plein aussi, c'est pareil. Évidemment, quand tu écris, tu chiales, hein, faut pas croire. Le lecteur disait, vous m'avez fait chialer, mais comme si moi j'étais, tu vois, en train d'écrire comme ça. Tu vois. Et moi, je chiale, j'ai le paquet, généralement j'ai le rouleau de sopalin, parfois j'ai le paquet de mouchoirs, et je chiale, et je chiale, et je chiale, tu vois, et t'écris en chialant. Parce que si t'écris pas en chialant, c'est qu'il y a des chances que tu sois pas dedans, tout simplement, et c'est normal. Et vraiment, tu vois, à un moment donné, j'en parle, parce que ça m'a toujours émerveillé. Quand t'es dans une ville aujourd'hui, tu vois, t'as des villes, c'est chiant les villes, parce que t'as des plots pour empêcher les voitures de se garer, t'as des barrières, t'as ce fameux mobilier urbain, puis c'est le même dans toutes les villes. T'as les mêmes fournisseurs, tu vois, tu te dis, putain, les collectivités achètent aux mêmes gens, c'est les mêmes plots, c'est les mêmes trucs. Et puis tout d'un coup, t'as ta gamine, et puis ça devient, ça devient des rochers, le bitume, ça devient de la lave, passer sur les zébras, ça devient passer sur des îlots, et tout d'un coup, il y a une magie que ça donne à la ville qui est incroyable, et toi-même, tu la retrouves, cette magie, donc tu te mets à inventer toi aussi des choses, et tu inventes avec elle, et voilà, l'espace urbain devient quelque chose qui est splendide, quoi. C'est un terrain de jeu permanent. Et ça, moi, ça m'a éclaté. Voilà, c'est-à-dire que ça m'a réenchanté absolument tout, quoi. Ça m'a réenchanté absolument tout. J'ai l'impression d'avoir refait le chemin de 0 à 10 ans et d'être reparti en vie, et d'être rené. Voilà, il y avait une sorte de renaissance. J'ai l'impression d'être né 2 fois, quoi. Et la 2e fois, c'était avec mes filles. Et ça, voilà, quand une fois que tu comprends ça, que tu le vois, que tu le vis, tu fais, attends, mais c'est ça le livre, c'est ça le thème du livre, quoi. Et je pense que pendant longtemps, j'ai cru que ce livre allait être raté. Vraiment, j'ai cru longtemps que j'allais le rater pour plein de raisons. Parce que la clé portait sur Tishka, portait sur ce personnage. Et si je le ratais, je ratais tout, en fait. Parce que c'était la clé de la puissance vitale du livre. Si je le ratais dans le langage, si je le ratais dans ce qu'elle est, j'étais mort, tu vois, et le bouquin était mort. Donc, et pour retrouver ce point-là, cette justesse-là, ça c'est vraiment le plus dur, c'est le plus dur du livre. Donc oui, c'est une histoire d'amour, bien sûr. C'est peut-être même que ça, même s'il y a toutes les couches politiques, théologiques, thriller, tout ce que tu veux dessus, politique, et puis politique. Donc t'as raison, c'est bien de pleurer. Et on spoil rien là, parce qu'on parle de Tishka, et effectivement, c'est un personnage qui est absolument incroyable, qui, je crois, après c'est pareil, c'est vrai que pour ceux qui l'ont fini, là, n'hésitez pas, hein, je pense que ça va devenir aussi un livre culte, entre autres à cause d'elle. Grâce à elle. Grâce à elle, pardon, oui. Parce que c'est un personnage unique. C'est pas qu'un enfant, on est bien d'accord, enfin tu vois, il y a tout un truc, là je peux rien dire de plus. Voilà, non, bien sûr. Parce que tu parlais de métabolisation tout à l'heure, enfin voilà, il y a plein de choses là-dessus qui sont... je m'arrête. J'ai oublié de dire des trucs. Mais pour ceux qui l'ont lu, là. Non, mais non, faut pas qu'ils spoilent. Non, mais qui disent, qu'ils puissent en parler de cette parce que je pense que beaucoup ont été marqués, comme moi, par la zone et par la horde. Alors moi, plus la horde que la zone. Et ça, je sais qu'il y a 2 écoles. Mais j'ai été véritablement bouleversé tout le long du livre.
Non, ok. Pas de souci. On peut aller boire des coups, hein, mais... Non, il n'y a pas de questions, non? Vous voulez pas? Non. Question sur le foot Ouais. petit. Et la question, c'est est-ce que vous ne trouvez pas que les ralentis, les commentaires, la mise en perspective dans la petite boîte, ça rend le foot moins puissant? C'est-à-dire que si on avait la vitesse, on pourrait voir le sentiment. C'est-à-dire que si on pouvait entendre le son qui se passe sur le stade, et ben on comprendrait, je pense, que peut-être les gens qui n'aiment pas le foot, je pense pas seulement aux femmes, il y a aussi C'est bien, ouais. Le troll. Et ils se rendraient compte qu'avec le foot, eh ben, on pourrait sortir de ce système. C'est-à-dire qu'on verrait la fulgurance, voilà, c'est ça. Non, mais c'est marrant, c'est intéressant parce que moi je pense que pour tous les sports c'est le problème. J'avais fait un délire, une extrapolation futuriste sur le foot dans une petite revue qui s'appelle Super Sub. Et je disais, je pense que tout changera le jour où on mettra soit des sortes de GoPro, mais sinon des caméras sur les rétines des joueurs, quoi. Tu vois, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ce qui est extraordinaire dans le foot, ça serait de voir comment, quand Messi fait un déboulé, si tu veux, entre 3 ou 4 joueurs, il fait 3 crochets en 5 secondes, de voir qu'est-ce que ça veut dire la gestion de l'espace d'un joueur sur le terrain, tu vois. Nous, on voit quoi? On voit le terrain du haut, puisque c'est filmé comme ça. On voit la disposition des joueurs, on voit les passes qui se font. Donc, on a une perception stratégique, un peu comme dans les yeux de stratégie, tu vois, où tu es là, tu regardes les troupes se déplacer, etc. Évidemment, le foot, c'est pas ça, tu vois. Si tu as joué, tu sais que c'est pas ça. Et surtout, tu peux pas ressentir la vitesse, la prise de décision, la rapidité de la prise de décision, le coup de génie de faire une passe au milieu de 14 joueurs et de trouver celui que tu veux trouver, tu vois. Toutes ces choses-là, on les voit pas. C'est filmé comme des cons, enfin, tu vois. C'est filmé comme des cons. Et aujourd'hui, on aurait la technologie pour le faire, quoi. Peut-être que ça va venir, peut-être que quelqu'un aura l'intelligence de le faire. Mais je pense que ça révolutionnera complètement la perception qu'on a de cet art qu'est le football, tu vois. Et que les gens ne comprennent pas. Ils voient juste des pions qui s'échangent un ballon. Ils ont l'impression que c'est, je sais pas, une sorte de flipper où tu vois, la balle passe d'un joueur à l'autre, quoi. Mais c'est infiniment plus complexe que ça, quoi. Et rien que la gestion des espaces, quoi, tu vois. Comment l'espace s'ouvre, se ferme, et comment les joueurs se déplacent pour ouvrir les espaces et permettre, tu vois, qu'à un moment donné, tu vas transpercer les défenses. Bon, toutes ces choses-là, on le voit pas. Ouais, t'as raison, c'est nul. Enfin, moi, je trouve que... En plus, la réalisation est souvent assez nulle, hein. C'est-à-dire qu'on passe ton temps à montrer les joueurs qui ont pris un coup, etc., ce qui n'a aucun intérêt, tu vois. Parce que c'est que de la simulation, en plus, en foot quasiment, hein, sur les fautes. Ouais, non, mais t'as raison. Et là, ça montrerait la vie que tu vois pas. Pour qui n'a pas joué au foot, tu peux pas avoir la vie du football telle que c'est filmé aujourd'hui. En tout cas, moi, j'ai l'impression, ouais. Je sais pas si ça répond à ta question. Ouais. Ouais. Donc tu as raison. Il n'y a pas de suite avec la collab avec Yann Kounen sur la Horde. Si, il va peut-être faire les furtifs en film. Ah oui, d'accord. Ah, le scoop, quand même. Non, j'ai raconté le sujet des furtifs il y a 10 ans, au moment où on travaillait sur la Horde. Et il m'a dit, je veux le faire. Voilà. Donc peut-être qu'il le fera, j'en sais rien. Mais non, la Horde, c'est fini. En tout cas, c'est fini dans le cadre qu'on avait fait de film d'animation. La boîte a coulé entièrement, corps et biens. Elle a claqué 3 millions d'euros qui ont été perdus. On a dû racheter les droits avec mon éditeur, parce que les droits ont été mis aux enchères, les droits de la Horde. Donc on les a à nouveau, et là, normalement, ça va redémarrer, mais soit en série télé, soit en série de films, avec des comédiens réels. Voilà. C'est ça qui va se passer. Ouais. Et comme là, c'est la grande fête du slip des séries télé en ce moment, parce que Amazon s'y met, Apple Télé, Netflix, etc., toutes les grosses plateformes ont décidé de se battre sur ce marché-là. C'est-à-dire qu'il va y avoir de la production de contenu série télé énorme pendant... Là, si vous voulez faire la série télé, c'est maintenant, parce qu'il va y avoir énormément d'argent injecté pour faire des séries, pour que chaque plateforme ait sa propre identité, ses propres contenus exclusifs. Donc je pense qu'à ce moment-là, la Horde va arriver au bon moment, parce que tu ne peux pas faire la Horde en un film, c'est évident. Donc ça sera genre Game of Thrones ou des séries de films à la Harry Potter. Voilà. Et Yann Kounen, pour les furtifs, tu trouves que ça colle? Ah ouais, je pense, ouais. Parce qu'il y a une dimension spirituelle sur laquelle il aura une sensibilité spécifique, ouais. Maintenant, c'est un défi de réalisateur. Hein. Parce que des êtres que tu ne vois pas, et un livre qui est entièrement constitué sur la prévalence du son par rapport à l'image. Ouais. Bon courage. Non, c'est un défi, mais justement, je pense que c'est ça qui l'excite, c'est que c'est vraiment un défi. C'est un défi parce que tu n'es pas dans la visualisation, quoi. Tu vois, t'as un personnage que tu vois jamais, le personnage principal, tu le vois jamais, tu vois. Donc. Mais c'était la question que je voulais te poser. Oui, c'était la question que je voulais te poser, puisque les furtifs naissent du son.
Et le son est vraiment tout le principe du roman. Il a beaucoup plus de forme que l'image, de force pardon, que l'image. Parle-nous de ça. Bah ça, c'est ce que j'appelle les cœurs concepts de l'œuvre. C'est-à-dire que d'emblée, j'ai posé sur le papier destitution de l'optique. C'était un des premiers mots que j'ai mis avec l'angle mort et leur lieu de vie. C'est-à-dire l'idée que, allez, on va sortir de la vision, on va sortir du panoptique, on va sortir des idéologies de la transparence, on va sortir de cette société qui veut tout voir partout, tout le temps, et qui nous projette des images en permanence. Faut vraiment être conscient que, voilà, si vous habitez Paris, vous avez 3000 contacts visuels par jour avec une publicité, 3000, quoi. Tu vois, t'imagines ce que ça fait. Et comme dit Deleuze, on fait de la production de visage, c'est-à-dire qu'on produit du visage, et notamment du visage féminin. Là, je vous renvoie à ce texte extraordinaire du Tikkun, Premier matériau pour une théorie de la jeune fille, où il te montre que la jeune fille est la première de toutes les marchandises, c'est-à-dire celle qui fait vendre toutes les autres, quoi. Et ça, quand tu te balades dans la rue, que tu as ça en tête, tu te dis, ben ouais, tu vois que des visages féminins, jeunes, tu vois la jeune fille comme outil enfin voilà, comme outil de suggestion et d'activation du désir d'achat. Donc quand tu vois ça, et que tu es dans une société qui produit du visage en permanence, qui produit de l'image en permanence, et qui te bourre des disques durs et des centrales atomiques de vidéos YouTube débiles, quand tu es dans ce monde-là, tu te dis, ben, peut-être que la liberté, peut-être que l'émancipation, elle va passer par un autre sens. Et moi, je considère que le son, effectivement, l'audition, permet à chacun de se fabriquer ses images, de se créer son propre imaginaire. Il n'y a pas d'image qui vient faire écran à ton imaginaire, donc tu fais toi-même le travail, tu actives tes ressources imageantes en toi, et je trouve que c'est beaucoup plus libérant, émancipatoire. Et donc, moi, j'ai tendance à porter, ou en tout cas, j'aime beaucoup les fichiers radiophoniques pour ça, j'ai tendance à considérer que s'il y a un sens plus révolutionnaire aujourd'hui entre le son et l'image, c'est plutôt du côté du son que la révolution ou l'évolution peut se mettre en place. Donc ça a été très conscient, très, très porté. Et là, bon, je martèle ce message, en tout cas, je martèle cette vision, qui n'est pas une vision, justement, qui est une audition, tout le long du livre. Et je pense que c'est une spécificité vraiment des Furtifs là-dessus. Et puis voilà, de dire, voilà, c'est des êtres qui ont un ADN sonore qui se crée à partir des vibrations fondamentales de l'air. C'est une ontologie du son, hein, comme la Horde est une ontologie du vent. Là, vraiment, c'est une ontologie du son. Et avec cette idée, en plus, pour moi, qui a vraiment une racine, c'est pas juste. C'est pour ça que je dis, des fois, j'aime bien quand même défendre la science-fiction par rapport à la fantasy. C'est pas de la magie, quoi. Tu vois, on n'est pas dans le merveilleux fantastique au sens le plus basique des trucs. C'est que quand même, quand tu regardes la théorie des cordes, et là, je vais vous faire un petit moment un peu hardcore, mais tu vois, quand tu dis, bon, ok, tu prends les Grecs, qui te disent la plus petite unité de la matière, c'est les atomes, c'est-à-dire des sphères comme ça, qui bougent. On ne sait pas pourquoi elles bougent, parce que pourtant, elles sont fixes elles-mêmes. Puis après, tu descends un peu plus loin, tu dis, ouais, c'est les quarks, en fait, tu vois, c'est des particules élémentaires qui constituent les électrons, les atomes, bon, ok, mais c'est encore des particules fixes, comme ça. Et puis, tu as la théorie des cordes, voilà. Et le gars, il vous dit, voilà, vous voyez, c'est un truc comme ça, c'est une espèce de petite corde circulaire, et cette corde est en vibration. Et c'est ça le premier élément fondamental, la première particule fondamentale de la matière. Et là, tu fais, toi, tu me plais, parce que... Pourquoi ? Parce que je ne peux pas comprendre le mouvement si le mouvement n'est pas premier, quoi, voilà. C'est-à-dire que si l'élément fondamental de la matière n'est pas en vibration, n'est pas en mouvement, tu ne comprends pas comment le mouvement peut exister dans le monde, dans le cosmos, tu vois, c'est un problème philosophique, quoi. Et donc, pour moi, forcément, oui, la théorie des cordes est plus proche, à mon avis, du réel. C'est que des fictions, hein, parce que le quark est une fiction, on n'a jamais prouvé qu'un quark existait, comme on n'a jamais prouvé qu'une corde existait. En plus, les cordes sont encore plus petites que les quarks. Donc, tu te dis, bon, bah, c'est une fiction scientifique, qui a une qualité pour les équations, etc. Mais surtout, ça pose philosophiquement l'idée que voilà, la vibration est le premier état de la matière, quoi, tu vois, avec la corde, c'est génial. En plus, la corde, quand elle est avec les guitares, etc., tu te dis, bon, voilà, la corde. Et ça, c'est beau. Et donc, la corde qui vibre, c'est ça qui serait à l'origine. Donc, je suis revenu à ça, en fait, hein, les Furtifs, c'est ça. Donc, c'est pas si con et c'est pas si merveilleux fantastique que ça. C'est de la SF aussi, voilà. On revient à des souches de SF très fortes, quoi, tu vois. C'est presque une défense et illustration de la théorie des cordes, les Furtifs, quoi. Ça, j'avais pas dit ça encore. Hein. D'autres questions voilà. Ça a réveillé. Là. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est la théorie des cordes. Là, on n'entend rien. Parler très... Coller. Voilà, colle, ouais. Du coup, ma question, c'est sur en fait, ta méthode de travail, parce que en fait, tu commences à collectionner une belle ribambelle de formats en fait, de boulot. Enfin, tu as parlé tout à l'heure de création sonore, de jeux vidéo, de films, de sons, de recherche
la Civic Design, vous avez fait des nouvelles aussi en intégrant énormément à la Biennale du Design, Ouais. en intégrant énormément de recherche sonore, comme ça. En fait, comment, au final, tu tries tout ça, tu en fais un livre, tout en allant faire des conférences. En fait, comment tu organises cette pluralité de formats? En fait, c'est assez séquentiel au début. Si je te montrais les cahiers, j'ai trois cahiers sur les furtifs. Il y a un cahier, il commence par travail stylistique. Et puis, je mets des tirets sur tout ce que je dois travailler stylistiquement, tu vois. Ensuite, j'ai marqué travail politique, tu vois. Ensuite, travail philosophique, tu vois. Ensuite, travail sur le son. C'est-à-dire que j'avais découpé, je savais à peu près les grands thèmes, et je savais qu'il fallait que je creuse chacun des grands thèmes. Et en fait, je creuse à différents moments. J'essaie de respecter mon feeling. C'est-à-dire que je ne vais pas me dire, tiens, pendant 15 jours, je vais travailler sur le son. C'est plus les moments où j'ai envie, tu vois. Je respecte énormément le désir, le moment. Parce que je trouve que la recherche, c'est ça. C'est qu'il faut que tu aies le désir de chercher sur le son ce jour-là pour que ça soit intéressant que tu le fasses. Et là, tu vas apprendre vraiment énormément si tu le fais le bon jour. Donc, j'avais plein de couches comme ça. Et par exemple, il y a des jours où je passais tout mon temps à relire les 100 et quelques pages sur les consonnes en français et à revoir les 36 formes d'explosivité de la consonne dans ce fameux bouquin là, qui est Dictionnaire de poétique et de rhétorique, qui est ma Bible à moi et qui est un bouquin extraordinaire. Et je passais mon temps à faire ça, à résumer. Et à d'autres moments, j'ai travaillé effectivement sur le son. Donc, je lisais des fois ces articles Wikipédia, des fois j'allais à une expo à la Cité des Sciences et l'expo sur le son. Et je faisais toute l'expo sur le son et je notais, tu vois, Donc parfois c'est très matiériste, parfois c'est des discussions avec les gens. C'est-à-dire que parfois tout d'un coup je vais faire chier un musicien une soirée, tu vois, et avec une question ultra précise, tu vois, le mec il se dit mais pourquoi il m'emmerde avec ça, tu vois. Et parce que tout d'un coup à ce moment-là j'ai besoin de savoir quelque chose de vraiment précis qui va m'aider à résoudre un problème. Donc j'accumule comme ça les couches et je les dépose dans le cahier. Voilà. Et les cahiers c'est tout. Voilà, les cahiers c'est la clé de tout. La seule chose que j'ai une angoisse panique de perdre, c'est les cahiers. Voilà. J'ai quelques lettres comme ça que je ne voudrais pas perdre, mais le reste, ma maison peut brûler, l'appart peut brûler, j'en ai rien à foutre vraiment, je ne suis pas du tout matérialiste, tout ce que tu veux. Mais par contre, les cahiers, toutes les grandes idées sont dans le cahier, toutes les furtifs sont dans le cahier. Il y a des moments, j'aurais aimé avoir une IA et puis de dire, voilà, je jette les cahiers à l'IA, je lui fais le roman, parce que tout ce qui est vraiment profondément précieux est dedans. Et moi, je ne suis pas un graphomane, je n'écris pas tous les jours, je note pas tous les jours, je note vraiment quand ça m'intéresse et quand je trouve que c'est vraiment précieux. Donc quand tu relis les cahiers, et je les ai relus sans arrêt tout le long du livre, j'étais toujours surpris de trouver une idée qui était incroyable. Je disais, mais c'est génial cette idée, mais comment j'ai pu avoir une idée aussi géniale? Tu vois, t'es là, tu t'épates toi-même et tout, parce que l'idée, tu l'as eue il y a 8 ans et que tu l'as complètement oubliée et qu'elle est dans le cahier, tu vois. Donc je travaille comme ça par couche, voilà. Et en plus, c'était vraiment un roman multicouche. Hein. Les furtifs, c'est beaucoup de strates enlacées, donc c'était compliqué. Par exemple, j'avais la strate architecturale sur la ville, tu vois. Sur la ville, j'avais lu beaucoup de choses. J'avais lu beaucoup de choses sur l'architecture, sur les petits bâtiments, sur l'architecture, et donc j'avais noté plein de choses sur l'architecture. Et quand j'arrive sur la ville, je vais repiocher là-dedans pour aller. Donc c'est des articles, c'est des bouquins. J'avais acheté des bouquins. C'est un copain architecte qui je discute, tu vois. Par exemple, tu vois, des fois c'est des choses très simples, quoi. Ce copain architecte que j'ai à Marseille, je lui dis, mais toi, quand tu te balades dans une ville, je lui dis, ça doit être crevant pour toi parce que tu vois 1 milliard de choses que moi je vois pas, tu vois. Tu regardes un immeuble, tu vois si les balcons sont en retour, tu vois s'il y a des corniches, tu vois la structure des fenêtres, tu vois comment la lumière rentre, tu vois comment été fait les entrées, est-ce qu'il y a des pilotis, est-ce que tu vois. Il voit 1 milliard de choses que moi je vois pas, tu vois. Et ça m'est arrivé de visiter Confluence avec lui. Et pareil, ça a duré 2 heures, mais voilà, le mec il te fait rentrer dans sa perception, quoi. Et t'apprends à voir la ville autrement, tu vois. Et ces 2 heures-là, elle va, je sais pas combien, enfin tu vois, il t'apprend à voir, tu vois, il t'apprend à percevoir la ville autrement. Enfin, plutôt, tu la vois à travers son regard à lui d'architecte, qui voit des tas de trucs, qui te montre les défauts de Confluence, il te montre les aberrations, il te montre les bonnes idées, il te montre le côté. Par exemple, tu vois, il m'avait montré, je lui disais, mais c'est génial quand même, à côté de la Darse, là, vous avez vu. Je lui disais, t'as vu, c'est quand même super beau, ces apparts en porte-à-faux, un peu sur le truc. Il dit, mais ça, sociologiquement, c'est une pure horreur. Il dit, parce que ça veut dire que celui qui habite en haut, il pique la lumière de ceux qui sont un peu en dessous, quoi, tu vois. Donc, c'est des choix politiques extrêmement forts de favoriser dans la même tour certains apparts par rapport à d'autres, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que tu crées des inégalités dans la tour elle-même. Et d'ici l'inégalité est dans la tour elle-même, tu as de la chance que les rapports sociaux ils soient un peu pourris parce que tu as ceux qui ont l'appart en haut en porte-à-faux et machin, et tu as ceux qui sont en dessous avec de la lumière de merde, tu vois. Et ça, moi, j'avais jamais vu ça. Moi, je regardais juste l'esthétique, je trouvais ça super beau, ce porte-à-faux, je disais, ah, c'est classe et tout, tu vois.
Et le gars, il te fait comprendre des choses que tu vois pas, tu vois. Donc parfois, c'est vraiment des rencontres aussi. Hein, Mais voilà, c'est dans les cahiers, c'est stocké dans les cahiers. Tout est là. Voilà, c'est vraiment la clé. Après, sur les personnages, c'est pareil, c'est fiche personnage, tout est stocké par fiche, par personnage. Bonjour. Ouais. Donc j'aurais deux questions pour vous. Tout d'abord, la référence que vous faites au Seigneur des Anneaux. Est-ce que c'est un hommage ou c'était vraiment venu comme ça Non, c'est vraiment une blague. Moi, franchement, je fais pas de l'autoréférentiel ou des choses comme ça. Je m'en fous en fait. C'est juste que voilà, j'aimais bien ce gimmick, un seul anneau pour le gouverner tous. C'est un très beau gimmick. Et comme j'avais des bagues, les gens portent des bagues. Et que ces bagues portent toute l'identité des personnes. Et quand t'as pas de bague, bah, tu peux pas avoir accès aux différentes zones de la ville et que ça t'emmerde quotidiennement parce que tu peux pas payer, tu peux pas. Et que, évidemment, comme la bague, ça devient un truc un peu classique dans cet univers-là, ils décident de passer à l'anneau, tu vois. C'est l'anneau qui te permet de te marier au technocapitalisme, en quelque sorte, tu vois. C'est l'iPhone de cet univers, l'anneau, quoi. Donc je me suis dit, ouais, c'est ça, un seul anneau pour les gouverner tous, quoi. Donc ça tombait un peu, voilà. Puis ça me permettait de faire une blague en mise en abîme, parce que quand le personnage le dit, il lui dit, mais c'est quoi cette blague old school, tu vois, de rôliste du XXe siècle, tu vois. Et donc là, c'est vraiment une blague au lecteur, c'est une mise en abîme, et c'est rigolo, voilà, c'est rigolo, ça marche bien. Et pour ma seconde question, c'est pour la communauté indonésienne. Est-ce que vous en êtes inspiré en allant à Bali? Ouais, tout à fait. Ou Ouais. c'est en faisant des recherches, ça vous est venu comme ça? C'est les deux à la fois, tu vois, c'est l'idée que moi j'aime bien quand je voyage d'avoir à la fois une perception directe et immédiate et de se faire, d'absorber ce que tu vois, et en même temps d'avoir des livres qui te permettent de comprendre des arrière-plans que tu peux pas voir parce que tu es occidental. Donc j'avais un très très bon truc en plus vieux, parce qu'il y a très peu de choses en fait sur Bali intéressants qui ont été publiées. Et j'avais un bouquin qui datait de déjà 30 ans, mais qui était extrêmement intéressant sur le système d'organisation sociale de Bali et la spiritualité, etc., tout ce qu'il y avait derrière. Et du coup, je couplais la lecture avec ce que je voyais en direct. Et quand je suis revenu, le chapitre sur Bali, il est écrit un mois après être revenu de Bali. Et je m'appuie énormément sur ce que j'ai compris et vu. Parce que je trouve qu'on ne se sert pas assez de l'anthropologie, tu vois, on ne se sert pas assez. En SF, bah si, Ursula Le Guin l'a fait, etc. Mais c'est extraordinaire comme source d'inspiration l'anthropologie parce que tu vois d'autres façons de vivre, d'autres façons d'être ensemble, d'autres façons de faire communauté, d'autres façons de construire une maison, parce que l'architecture balinaise, et notamment l'architecture du pavillon balinais, c'est un truc incroyable, c'est une complexité dingue. C'est magnifique, quoi. Moi, j'adore, il y a un truc tout simple, mais je le mets dans le livre, c'est-à-dire qu'il mesure, donc il y a différents pavillons, et il mesure la distance entre chaque pavillon. La mesure, déjà, est prise sur généralement le doyen, enfin, tu vois, sur le pied, par exemple, du doyen. Donc, c'est des mesures humaines. Et surtout, il rajoute une mesure, quoi, tu vois. Et cette mesure, c'est là que l'espace, enfin, c'est là, en tout cas, que le mouvement passe, c'est là que le carrefour passe, c'est là que les esprits peuvent passer. C'est-à-dire qu'il génère une espèce de jeu dans la mesure pour que ça respire, pour que le bâtiment respire, etc. Et nous, c'est tellement à l'opposé de ce qu'on fait aussi. S'il y a 37 cm, c'est 37 cm, et puis basta, tu vois. Là, non, tu as 37 cm, puis tu rajoutes une mesure pour que ça respire, tu vois. Et ça, tu fais, waouh, il y a un truc là. Ouais. Donc, j'ai adoré ce voyage, et puis j'ai adoré le faire avec ma famille en plus. Et donc, là, c'est inspiration directe. Je suis revenu, j'ai écrit ça, quoi. D'autres? il y en a qui trichent avec 2 questions. Non, mais t'as le droit. Ça viendra après. Ok, moi la question du coup c'est sur l'anthropologie. Parce que moi je fais de l'anthropologie et rien qu'avec le boulot qu'il fait, leur cas dans le livre, et en plus avec vos inspirations de Baptiste Morisot, parce que ça peut être un philosophe qui se base aussi énormément Sur l'anthropo, ouais, vachement, ouais. Et on peut se demander aussi, dans notre monde aujourd'hui, quelle place l'anthropologue peut avoir comme justement un médiateur entre les mondes et entre les manières d'appréhender le monde justement qui sont si différentes et qui peuvent poser problème. Et voilà. Non, mais t'as complètement raison. Enfin, moi, je pense que c'est un métier magnifique. Voilà, c'est un métier magnifique qui a un sens très fort aujourd'hui, au sens où... Moi, j'ai envie de dire, voilà, c'est l'anthropotechnique qui m'intéresse beaucoup, c'est-à-dire comment l'être humain a été impacté par l'émergence de la technologie et comment en vivant dans le technococon, en vivant avec un interfaçage constant avec la techno, comment ça modifie les rapports humains, comment ça modifie la façon dont l'humain vit ensemble, comment ça modifie le rapport à toi, le rapport aux autres, tu vois, tout ce... Donc vraiment, je trouve que si tu poses vraiment, si tu mets le focus comme ça, anthropologique sur ce rapport à la techno, il y a vraiment, vraiment des choses à dire qui sont extrêmement fortes.
et qui peuvent permettre de faire communiquer et de faire comprendre comment on peut évoluer plus tard. Et surtout, quelles sont les pistes positives pour sortir de cette boucle, quoi, tu vois, de cette espèce d'ego trip du technococon dans lequel on est piégé. On est dans le lave-linge, moi je dis dans le lave-linge de l'ego trip, tu vois, c'est vraiment, tu tournes en rond dans ta machine à laver avec tes technos, avec tes réseaux sociaux, avec ton rapport virtuel au monde, avec tes outils qui sont là et qui interfacent constamment ce rapport. Donc, ouais, moi je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. C'est une super discipline, quoi. Ça, c'est une discipline que j'aurais aimé faire si je n'étais pas gouré dans mes choix, quand même. T'as une grosse voix, vas-y, ouais. Oui, je m'écarte un peu du livre, mais est-ce que, la question est reprise, mais est-ce que tu as une production un peu journalière ou quotidienne à propos de la lutte? Enfin, tu vois, moi j'ai découvert le bouquin cet hiver, je les ai lus assez rapidement parce que je suis plongé dedans. La zone du dehors, je trouvais que c'était un formidable outil même pour parler de lutte sociale et d'émancipation et faire venir les gens aussi à la sociologie ou des choses comme ça. Enfin, je trouve que c'est une formidable outil de démocratisation. Et la Horde, ça m'a emmené vraiment ailleurs. Et je trouve que dans les luttes sociales qui sont très intenses en ce moment, après j'ai pas lu ton dernier, donc peut-être que c'est une contribution très forte. Je n'en sais rien. Ouais. Mais moi j'ai l'impression, dans les luttes sociales, on manque d'un poète. Comme il y a eu par exemple le sous-commandant Marcos dans les Zapatistes, qui au quotidien mettait en mots la lutte, qui au quotidien ouvrait des portes, qui au quotidien faisait rêver, donnait du courage, qui faisait des petits contes, et en même temps, parce que là on n'est que face, on a énormément de techniciens, on a des Branco, on a des Lordons, c'est un peu un poète, quelque part, mais bon. Ouais, il y a un style spécifique. Voilà, tu vois, et on n'a plus de poètes dans la lutte qui rassemblent, qui peuvent simplifier, qui peuvent ouvrir, qui peuvent guider. Veux-tu être ce poète? Ouais, parce que le guide dans la lutte, c'est toujours un peu... Quand on dit guide, tu vois, parce que même les Zapatistes ont tué Marcos. Enfin, ils ont enterré Marcos en 2005, alors que c'était Galeano qui était mort. Ils ont dit, Marcos devient Galeano, et Galeano, on enterre le sous-commandant Marcos parce qu'en fait, on vous a créé une fiction pendant 20 ans qui s'appelle le sous-commandant Marcos, qui était porté par un écrivain, qui le représentait, mais parce que la lutte avait besoin pour se faire connaître à travers le monde. Et en plus, il disait que le monde n'était pas prêt à cette époque à comprendre qu'on avait une lutte qui n'avait pas de leader, donc on a créé un personnage de leader pour, voilà, pour transmettre, pour communiquer et pour avoir quelque chose, une image auquel les gens pouvaient se rapprocher. Et j'ai l'impression qu'il nous manque ça. Donc, moi, je suis un peu au milieu des gilets jaunes, tout ça, et puis il y a un peu des espèces de pseudo-leaders qui émergent, mais qui n'ont pas de pensée politique. Et en fait, je te pose la question. Si tu as un peu de temps, est-ce que tu pourrais pas nous écrire des trucs régulièrement? Ouais. Veux-tu devenir le poète leader des Gilets jaunes? Non, mais je suis vraiment d'accord avec toi en plus sur cet aspect-là, parce que je crois qu'il se passe quelque chose avec la poésie ou la capacité d'avoir je pense à René Char, moi, tu vois, qui est pour moi une idole absolue. Enfin, c'est quelqu'un capable de mener concrètement une résistance en Provence avec des groupes armés, en plein nazisme, avec tous les risques qu'il a pris, tout en écrivant Fureur et Mystère, quoi, tu vois. Et quand tu lis Fureur et Mystère, tu vois le niveau de ce qu'il écrit dans Fureur et Mystère qui est extraordinaire. C'est extrêmement beau. C'est de la poésie en même temps extrêmement concrète et qu'en même temps, il fait ce qu'il fait, quoi, tu vois. Et avec des choix éthiques, d'ailleurs, extrêmement costauds à faire, où il faut accepter que quelqu'un meure pour sauver tout le groupe, etc. Enfin, il y a des choix qui pourraient faire des films, d'ailleurs, extraordinaires, mais sauf que c'est pas des films, c'est vraiment ce qu'il a vécu. Et après, tu as plein d'exemples. Oui, tu peux prendre Aimé Césaire, tu peux prendre le sous-commandant Marcos, que j'adorais aussi. Bon, pourquoi c'est aussi important, ces figures-là, pour moi? Parce que c'est justement pas des figures de guide ou de gourou ou de chef politique, c'est des figures d'ouverture. C'est-à-dire qu'ils brisent quelque chose, ils ouvrent une brèche, ils ouvrent une faille, et à partir de cette faille, ils font entrer du possible, quoi, tu vois. Pour moi, ils donnent du possible au réel, voilà. Et ce qu'on manque, c'est des gens capables de donner du possible au réel, tu vois. Et le problème de la militance, on le sait tous, enfin, je veux dire, on se cogne la tête contre les murs en permanence, on se tape les flics, tu vois, on est dans
On est dans des enjeux extrêmement fermés, sur lesquels le pouvoir nous ferme et sur lesquels le pouvoir a cette force de nous attrister, puisque c'est ce que dit Spinoza est tellement bien en disant les pouvoirs ont une seule faculté, une seule grande force, c'est celle de nous attrister, parce que si on est triste, eh ben on se bat plus. Si on est triste, on obéit. Si on est triste, on s'autodétruit et on déprime et on prend des médocs et on n'est plus capable de renverser le pouvoir, on n'est plus capable de proposer autre chose. Donc la tristesse est consubstantielle à l'activité du pouvoir, quoi. Et ils sont extrêmement doués pour nous rendre tristes, hein, et Macron en premier. Voilà, donc ils rendent tristes par la terreur, ils rendent tristes par le marketing de la peur, tu vois. Ils ont un marketing de la peur extraordinaire. Il faut voir, par exemple, juste sur la forme de manifestation, à quel point ils ont réussi à faire peur à tout le monde, tu vois, en tirant dans les têtes, en gazant tout le monde, en assant tout le monde, évidemment en rendant public ça, en créant des tensions très fortes, en disant attention, vous allez voir, ça va être le massacre. Et ils arrivent effectivement à nous attrister. Bon. Donc par rapport à ça, bah, effectivement, les figures poétiques, les figures romanesques, etc., ont cette faculté à donner du possible, à ouvrir. Et parfois aussi l'humour, tu vois. Je pense que ça manque profondément d'humour, on manque profondément d'un Coluche, par exemple, une figure comme Coluche. Elle manque à un point extraordinaire. C'est-à-dire qu'une figure humoristique, politique, tu vois, qui est capable, parce que l'humour, c'est ça, c'est que tu ouvres, pareil, du possible. Tout d'un coup, tu fais bifurquer, tu fais délirer, tu fais sortir des sillons les choses, et ça ouvre quelque chose d'extrêmement beau. On a des gens très sérieux, on a des gens qui se prétendent des gourous, on a des gens qui veulent prendre le pouvoir, on a tout ce qu'on veut, mais on manque de poètes, on manque d'artistes, on manque de gens qui sont... voilà. Alors... c'est compliqué, parce que c'est des rôles compliqués à faire, et puis il faut du talent, et puis voilà, Ouais, mais moi j'ai un talent, t'as vu, j'ai fait des articles dans lundi matin, j'essaye de suivre les luttes, j'ai fait des articles sur les procès, j'ai fait des moments en essayant justement sur ces procès de sortir de la logique purement militante et de montrer ce qui se passe à travers un procès, que Deleuze rentre dans la salle, et que tu vois, et qu'il y a des ouvertures partout, et essayer de faire respirer, de faire entrer de l'air là-dedans, mais c'est compliqué, voilà, c'est compliqué. Moi, j'ai souvent le problème avec ma propre femme, qui est une vraie grosse militante concrète de terrain, etc., qui parfois se prend le mur dans la gueule, et elle en a marre de se prendre le mur, quoi, tu vois, et elle voit pas comment s'en sortir. Elle a des coups de déprime, vraiment, quoi, tu vois. Et moi, je suis là, éthéré, à dire, mais non, mais c'est génial, tu vas voir, on va s'en sortir, ça va... Et je me rends bien compte que ça suffit pas, parce que voilà, tu vois, quand tu mets là, elle est le 23e jour de grève avec des femmes de chambre à Marseille, sur un hôtel qui, comme la plupart des hôtels, exploite les femmes de chambre, ils respectent même pas le droit alimentaire, tu vois, elle est là depuis 23 jours au piquet de grève, tous les matins, bon, et que ça bouge pas, et qu'ils perdent des procès, que machin, tu vois, des moments, voilà, oui, effectivement, il y a de quoi. Donc moi, je sais pas, j'ai pas, évidemment, j'aimerais bien pouvoir te dire, mais oui, tu vois, je vais être moi, je pense qu'il faut que les artistes se mobilisent plus, quoi, et notamment les artistes qui ont la chance de vivre de leur art, ce qui est mon cas aujourd'hui, tu vois. Je pense qu'on a une responsabilité politique très forte, en tout cas, pour essayer de porter des combats, pour essayer de les relayer, pour essayer effectivement d'insérer des dimensions de fiction, d'affectif dedans. Et puis l'autre chose très simple, mais qu'on ne dit pas assez, c'est que la plupart des tracts militants, la plupart des livres militants sont fondés sur un seul axe, qui est la rationalité militante, qui est le fait qu'on véhicule des idées, qu'on véhicule des concepts, qu'on véhicule une analyse scientifique de la réalité. Tu vois, je te prends le Comité Invisible que j'adore Julien Coupa, j'adore Mathieu Burnel, j'adore ce qu'ils font. Il y a des très beaux textes chez eux. Le souci, c'est qu'à un moment donné, une fois que tu as décrypté aussi bien qu'ils le font, le capitalisme cognitif, le capitalisme ultime, le capitalisme sous toutes ses formes, hein, parce qu'il est extraordinaire dans sa capacité métamorphique, justement, le capitalisme, eh ben, il n'y a pas d'ouverture poétique, il n'y a pas de possibilité d'un avenir désirable. Pourquoi ? Parce qu'ils ont une écriture qui est une écriture conceptuelle. C'est pas une écriture affective, c'est pas une écriture sensitive, c'est pas une écriture sensorielle, bien que je trouve dans les derniers, on sente monter des fibres poétiques à certains moments. Donc ça véhicule très peu d'affect. Et tu peux pas changer les gens, tu peux pas leur donner envie de transformer le monde, tu peux pas leur donner envie de se battre si à un moment donné, les affects sont pas touchés. Tu vois, si à un moment donné, ce qui est la sensualité en toi n'est pas activé. Tu vois, si à un moment donné, ton mode de perception du monde n'est pas activé. Moi, je me rends compte que les gens qui me changent, qui me transforment, qui me font évoluer, c'est les gens qui me font percevoir le monde différemment. Tu vois, l'histoire de l'architecte que je vous disais, avec qui je me balade à Confluence, Baptiste Morisot, quand il fait remonter la rivière du Jabron dans le Verdon, et ben, il me fait voir le monde différemment. Et après, je pense différemment, je ressens différemment, j'ai d'autres émotions parce que il a modifié ma perception, tu vois. Et ce champ de perception, moi, j'essaye dans mes bouquins, c'est vraiment le truc sur lequel je m'attelle, j'essaye de modifier, ou en tout cas d'amener des champs de perception différents qui font que si tu perçois différent, alors tu vas commencer à changer.
Si on te dit, putain Alain, quand tu prends l'avion pour aller à Bali avec ta putain de famille, tu balances 250 kilos de CO2, tu vois, et il faut pas le faire, je suis désolé, ça me parle pas, quoi, tu vois. Je comprends pas ce que ça veut dire, tu vois. Je comprends pas ce que ça veut dire, ça me touche pas. Pourtant, rationnellement, je comprends qu'effectivement, je suis pas en train d'améliorer la planète en faisant ça, tu vois. Tu vois, pourquoi? Parce que c'est un langage scientifique, c'est, tu vois. Donc, il faut jouer sur la perception. Et ceux qui sont capables de jouer sur la perception, c'est les artistes. Voilà, c'est leur art. Nous, on joue sur la perception. Voilà. On est capable de modifier vos perceptions. Un peintre est capable de modifier, tu vois, c'est ce fameux texte d'Anton Artaud sur Van Gogh qui est extraordinaire et que reprend Deleuze, c'est de dire, une fois que tu as vu un tournesol de Van Gogh, tu peux plus voir un tournesol de la même façon, quoi. Parce que tu vois la puissance germinative du tournesol telle que tu l'as jamais vue. Moi, j'ai passé du temps sur les furtifs à Saint-Rémy-de-Provence, tu vois, et à côté, il y avait l'asile où Van Gogh a fait 153 tableaux en 53 semaines. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. Tu vas visiter le truc, etc. Et tout le long, tu as un chemin comme ça où tu as des toiles de Van Gogh et tu as des petits extraits des lettres de Van Gogh à Théo, à son frère. Et notamment, il y a le cyprès. Moi, c'est toujours un truc qui m'a frappé, le cyprès. Les cyprès, on en a partout à Marseille, on en a partout dans le sud. Et quand tu regardes les cyprès de Van Gogh, tu vois une flamme végétale. Tu vois un arbre qui brûle, quoi. Tu vois, mais qui brûle par la puissance de germination, la puissance de poussée du... Et tu lis et tu regardes, et grâce à Van Gogh, je peux plus voir un cyprès de la même façon. Il m'a appris à voir un cyprès, il m'a appris à montrer la puissance vitale qu'il y a dans un cyprès, tu vois. Et qu'en fait, c'est un feu, un cyprès, tu vois. Et ben ça, voilà, il y a que des artistes qui regardent de faire ça. Et Van Gogh, il nous a appris à voir certaines choses, voilà. Il nous a appris à voir le jaune qu'on voyait pas avant. Il nous a fait entrer dans la couleur, justement, tu vois, pour reprendre le titre d'album. Donc voilà, mais après, faire ça, c'est extrêmement difficile, c'est extrêmement compliqué, tu vois. Moi, dans mes livres, il y a encore beaucoup de couches rationnelles, conceptuelles, et elles sont importantes, tu vois. Mais j'essaye, tu vois, par exemple, sur Tishka, dans ce bouquin, je pense que pour moi, s'il y a une valeur à ce livre, il est que tout d'un coup, j'ai ouvert le langage par ce personnage. J'ai ouvert le langage. J'ai montré que le langage pourrait être ouvert, et j'ai porté quelque chose. J'ai créé une ouverture, j'ai créé un trou dans le mur, voilà. Et ça, moi, je referme, et je me dis, au moins, j'ai réussi ça, voilà, tu vois. Donc après, oui, articuler le politique, oui, bien sûr, on l'espère. Moi, j'essaie, on fait des mantras, on fait plein de trucs. Voilà, mais rien que on fait ce qu'on peut. Hein, ouais. rien que les furtifs, pour assurer monsieur qu'il n'a pas encore lu, il est très politique, mais il est... Enfin, les luttes, on a envie d'être avec eux. On voit ça aussi, presque, on discutait tout à l'heure, c'est presque une grande fête où on a envie d'être avec eux. Et c'est nos amis, quoi. Et même si ça reste dangereux, même si ça reste violent. Voilà, non, moi je trouve que les furtifs, c'est aussi un apport à la lutte, même si tu n'écris pas tous les jours là-dessus, etc. Vous pouvez distribuer les furtifs dans les manifs, il n'y a pas de souci. Non, et puis pour finir là-dessus, c'est que il y a un rôle vraiment d'empuissantement. Il faut empuissanter les gens, vraiment. C'est-à-dire qu'empuissanter les gens, ça veut dire quoi? Ça veut dire leur donner les armes et les envies et les désirs de faire autre chose que ce dans quoi ils sont, tu vois. Or, la plupart des tracts, la plupart de ce qu'on fait, malheureusement, est impuissantant, tu vois. C'est-à-dire qu'on te montre à quel point le pouvoir va te détruire, tu vois. Par exemple, tu vas faire un tract sur la réforme Blanquer. Bah, tu vas montrer tout ce que ça va détruire, notamment la liberté pédagogique, tu vois, la liberté pédagogique des profs de français qui ont le droit de choisir leurs œuvres. C'est fini, ça. On va te reposer 4 œuvres, voilà, maintenant, dans l'année, et que ça sera... Bon, c'est des trucs d'une aberration absolue, quoi. C'est-à-dire, s'il y a une matière de liberté, c'est le français et la philo, quoi, tu vois. Et dans ces matières-là, on va te réduire les œuvres que tu peux faire, tu vois. Mais comment le transmettre? Tu peux dire, attention, alarme, tu lèves les trucs, tu fais des manifs, il faut se battre comme ça. Donc, tu montes l'horreur, tu vois, tu montes la dystopie de ce monde où tu fais tout le monde la même. En plus, les éditeurs, ils sont contents parce qu'ils vont sortir à bloc, ils vont tirer à 100 000 exemplaires les bouquins qui vont être les choix de l'année. Bon, donc, c'est un truc commercial aussi, tu vois. Mais au lieu de me dire ça, il faut montrer qu'est-ce que c'est une classe où la prof, elle a le droit de choisir son œuvre et qu'est-ce que ça produit sur les élèves, tu vois. C'est-à-dire, il faut montrer ce que c'est que cette beauté-là de choisir son œuvre. Et de pousser là-dessus, tu vois. Et ça, c'est empuissantant. Si tu te dis, tu vas plus pouvoir choisir ton œuvre, ça t'impuissante, je suis désolé, tu vois. Et on a tendance à montrer et à utiliser la logique de la peur. Nous aussi, on market la peur, tu vois. Et si tu prends en écologie la théorie de l'effondrement, je suis désolé, même si j'adore Pablo Servigne, même si j'adore ce qu'ils font, etc., c'est en train de devenir le truc, on vous fait peur, tu vois. On génère des affects apocalyptiques en disant tout va s'effondrer, tout va s'effondrer, tout va s'effondrer, pour, en espérant que ce ressort de la peur vous fasse réagir et que tout d'un coup vous arrêtiez de faire n'importe quoi. Mais c'est pas ça le truc. Le truc, c'est ce que fait Morisot, c'est-à-dire qu'il te donne le goût de qu'est-ce que c'est que découvrir comment un loup vit. Qu'est-ce que c'est qu'un hurlement d'un loup? Il t'explique le hurlement d'un loup, mais il y a un texte là-dessus, mais c'est extraordinaire. Comment ça rameute, tu vois, comment la meute se retrouve par des hurlements, etc. Enfin, c'est génial. Et il te redonne le goût du tissage avec le vivant.
Et si tu as le goût du tissage avec le vivant, naturellement, tu vas faire les bons actes, les bonnes actions écologiquement. Mais si on te dit tout va s'effondrer, et si tu te bouges pas, tout va s'effondrer, ben moi je trouve pas ça en puissant. Voilà, mais après, c'est peut-être moi qui suis un con, un nanar, tout ce que tu veux, mais ça m'aide pas à réagir. Ouais. Et on a tendance à faire comme le pouvoir, on nous fait peur. Tu sais, tout le marketing, toutes les élections sont fondées sur la peur. Hein. Ils gagnent avec la peur, hein, tu vois. C'est la peur du migrant, la peur de la récession économique. Tu vois, c'est le levier d'action fondamental de tout marketing politique quand même. Hein. Comme ça pour dire qu'il n'y aura plus que 2 questions. Comme ça, je prépare votre prestation. Il y en a une là-bas et une là. Ah. Moi, j'avais des questions en fait. En néophyte de votre œuvre, en fait, c'était sur la question de la puissance de vie que vous évoquiez avec Deleuze. Quel était votre rapport à la chute? C'est-à-dire que dans mon parcours, j'ai eu vraiment un phénomène Deleuze, un événement en le rencontrant. Mais je dirais que Huberman m'a autant aidé sur la question de l'affect et de tout ce qui chutait, ou la question des larmes. Il a un livre qui s'appelle d'ailleurs Peuple en larmes, Peuple en larmes. Ou Bachung, le pétrole, pour moi, c'est la même chose. Et du coup, la question que je me posais, voilà, comment vous situez par rapport à ça, à la question de non pas de l'effondrement, mais du rapport entre puissance de vie et chute, peut-être dans la création. Et chute. Et chute. Puissance de vie et chute. C'est la question où t'es mal, tu sais. Non, j'en sais rien. J'ai pas de rapport à la chute. Enfin, c'est pas quelque chose qui me parle ou me touche, quoi. Ça évoque rien pour moi. Voilà. La chute, ça évoque rien, ouais. Pas du tout. Je peux pas te répondre. J'en sais rien. Ça me parle pas. Voilà. C'est un terme qui me parle pas du tout. Ouais. On a gagné une question là quand même. Il y avait une question là et une question là-bas en même temps tout à l'heure. Et on peut peut-être poser les deux, puisqu'ils ont levé la main en même temps tout à l'heure, on dit que c'est les 2 dernières. Et voilà. Et puis après vous, monsieur, et puis après on arrête. Alors moi, ma question, elle était plus par rapport à la parole. Ah ouais, pardon. C'était par rapport à votre rapport avec le slam, parce que l'oralité du langage déjà dans la Horde était extrêmement présente et encore plus développée en furtif. Du coup, je voulais savoir un peu quel était votre rapport avec cette performance et ce vivant de la langue. C'est une évidence, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que un des plus beaux modes d'expressivité et de sensorialité du langage, c'est de parler, tu vois. Enfin, c'est de slammer, en l'occurrence, c'est-à-dire que tu as à la fois la dimension rythmique et tu as le... Parce que les gens ne sentent pas forcément, mais juste le plaisir d'articuler les sons, tu vois, quand tu les dis, ça c'est extraordinaire. Enfin, moi, je sens à chaque moment quand je parle, je sens la colonne d'air qui monte, je sens la glotte fonctionner, je sens le palais qui... Voilà, dans lequel le son rebondit, prend sa caisse de résonance, la langue, voilà, je vous parle, la langue, elle agit, les dents, les lèvres, je suis en train de sculpter des masses d'air, là, tu vois, des vortex qui sortent et qui vont jusqu'à vos tympans. Donc je fais de la sculpture en temps réel, tu vois, et tu le sens quand tu parles, quand tu chantes, quand tu slams, tu sens cette puissance qui sort de toi, et c'est génial parce que c'est quelque chose d'extrêmement léger, c'est juste de l'air, quoi, tu vois, mais de l'air que tu mets en vibration. Et ça, c'est magique. Enfin, moi, je trouve que c'est quelque chose qui continue à m'épater chaque jour. Je comprends même pas que vous me compreniez, parce que je fais que des sculptures d'air que je vous envoie comme ça. Et pourtant, vous comprenez, vous m'en envoyez d'autres, et on s'échange des sculptures d'air. Et ça, c'est extraordinaire, tu vois. C'est un truc qui est trop beau, quoi. Tu vois, c'est vraiment trop beau. Donc, le slam, par rapport à ça, c'est l'évidence. Tu vois, moi, j'en ai fait quelques-uns avec Anne Péchin. Alors, après, la définition du slam, chacun la met où elle veut. Mais pour moi, voilà, de toute façon, c'est une écriture... c'est un phrasé rythmique et jouant énormément sur les sonnances, jouant énormément sur la faculté qu'a le langage à créer des itérations, des ritournelles, des rebonds, des systèmes d'écho. Et ça produit, après, sur ceux qui l'écoutent, cette vibration sur le tympan et ça te met en mouvement, tu vois, ça te met en mouvement. Donc moi j'adore, je suis un peu comme Mallarmé, moi j'adore ce truc-là, et Mallarmé disait que la musique était un cas particulier de la littérature. Ce qui est quand même fou, c'est-à-dire qu'il considérait que la première musique c'était le langage et que finalement ce que la musique avait fait derrière était une sorte de sous-catégorie du langage, quoi. Ce qui est quand même fou, hein, quand même, de dire ça. Mais chez lui c'est vrai par contre, mais pas chez beaucoup. Et j'aime bien, moi ce qui me fascine dans le slam, c'est que j'ai l'impression qu'avec juste ta voix, sans aucune technologie, sans rien du tout, tu produis quelque chose d'extrêmement puissant. Voilà. Et ce plaisir d'avoir juste ta capacité unique de parler qui produit tout ça,
Rien que ça, moi, je trouve ça magique. Voilà. Donc moi, j'essaye d'y aller progressivement, tranquillement. J'ai un rêve. Je me dis si vraiment un jour j'ai un courage énorme, et j'adorerais faire ça, parce que je trouve que ça, c'est du vrai caracol, c'est de participer à Rap Contenders. Je sais pas si tu connais Rap Contenders. C'est-à-dire c'est un combat d'insultes, en fait, entre rappeurs. Mais des insultes, mais d'une violence, d'une crivellerie, d'une sexualité, c'est énorme, atroce, mais magnifique quand même, vraiment magnifique. Et c'est des combats, donc jusqu'à arriver au vainqueur. Mais ça, je trouve ça génial, parce qu'il y a une capacité et d'improvisation, et en même temps, bon, ils apprennent évidemment les textes et tout, mais comment déstabiliser les autres avec cette vertu de l'insulte. Voilà. Et l'insulte, c'est quand même dans le langage quelque chose de tellement expressif, tellement puissant, tellement beau en même temps, que j'adore Rap Contenders, et j'adore regarder. Je suis épaté comme un gamin parce qu'ils sont capables de sortir. Donc ça, regardez, Rap Contenders, c'est quand même extraordinaire. Ouais. Voilà, donc si un jour j'ai vraiment le courage, et j'ai une mémoire de poisson rouge, donc ça va être compliqué pour moi d'y aller et de passer un tour, mais ouais, si un jour j'ai vraiment le courage, j'irai. Ouais. J'ai juste une question sur l'art du contre-temps. J'ai pu voir une adaptation pour un jeu de plateau, un jeu de société, un jeu de plateau. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus là-dessus, si c'est vous qui avez participé? C'est une telle initiative de ça ou... Pas du tout. Là, je crois que le seul apte à en parler, c'est mon éditeur, là, s'il veut bien en parler. Oui, il y a un jeu de plateau en cours, mais je ne sais pas du tout. J'ai rencontré une fois les gens, mais j'ai rien compris à ce qu'ils voulaient faire. Donc, Bah tiens, si tu veux en parler, peut-être, non? Ouais, c'est ça. C'est avec un sèche-cheveux et puis les figurines. Tiens. Ça va très bien. Je ne vais pas dire grand-chose. Ce sont des joueurs qui ont eux-mêmes créé le concept, à savoir que, bon, depuis il y a d'autres jeux qui sont arrivés là-dessus, qui sont que le concept c'est tout le monde doit, enfin la horde doit gagner en fait. Il n'y a pas un gagnant. Après, on les a aidés, on a cherché, on a signé un contrat avec une boîte de jeux qui n'a pas fait, et on est en train de signer, je ne les ai pas rappelés depuis 2 mois, avec une autre boîte. Voilà, c'est vraiment, je parle vraiment de jeux de plateau. Voilà. Vous êtes bien avancé avec ça. Et la suite de la BD, elle arrive? Octobre. Ah, ok. BD tome 2, octobre. Ouais. Il a fini, il m'a envoyé le PDF, donc c'est fini. Bon. Ouais. Mais il a eu un enfant aussi, donc ça traîne. Ah bah c'est ça. Je te laisse conclure, Olivier. Ouais. Du coup. Bon, on va s'arrêter là, parce que je pense que Alain a soif. De bière uniquement. C'est toi qui du vois. vin, On vous remercie encore de votre attention. Merci à Alain. Merci à toi. Ça marche. Moi, je te fais un bisou alors. Je donne déjà.